Le 28 février 1999, Adnan Syed, de 17 ans, se fait réveiller à 5h30 du matin par la police qui est en train d'encercler sa maison. Confus, il se fait ordonner de se lever et de s'habiller et à même sa chambre, il se fait menotter. Sa mère, en panique, elle demande aux policiers pourquoi il amène son fils et le petit frère de Adnan, il arrête pas de pleurer. Et Adnan, qui est très inquiet, il regarde tout de même sa mère et il dit « C'est ok, ça doit être une erreur, je vais revenir », sans savoir qu'il ne pourra plus jamais rentrer à la maison. Allô Internet, vous avez dû le remarquer, je suis très malade en ce moment, j'ai le nez bouché, je tousse, j'ai mal à la gorge, j'ai pas la COVID, mais je vais avoir un rendez-vous juste après. Fait qu'en fait, je vais filmer, je vais couper pour aller à mon rendez-vous chez le médecin, puis je vais revenir. Et oui, effectivement, j'aurais pu ne pas filmer, mais là, ça fait 3 jours que je reporte ma vidéo parce que je peux pas filmer, je suis trop malade. Et je voulais vraiment que vous ayez une vidéo pendant que je vais être en voyage. Voilà. On va faire avec ma voix enrouée et mon nez bouché, si ça vous dérange pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'obsède depuis plusieurs mois. En fait, j'ai écouté, pour la première fois, j'étais quand même en retard sur le monde, j'ai écouté le podcast Serial. Ça a été vraiment un gros podcast dans le monde du true crime. Ça a été très important parce que ça a été en fait le premier podcast de true crime. Puis à partir de ce podcast-là, Serial, ça a vraiment changé tous les podcasts de true crime. Ça en a inspiré plusieurs. Et même dans le monde du podcast en général, ça a été comme révolutionnaire. Donc, c'est l'affaire de Adnan Syed. C'est très compliqué. Et ceux qui connaissent pas l'histoire, récemment, il y a eu des gros développements. J'en vous en dis pas plus, mais on va savoir à la fin. Ceux qui connaissent l'histoire, qui ont écouté Serial, restez quand même. Je pense vraiment pouvoir vous donner, vous apprendre des choses, vous donner des détails que vous ne connaissez pas. Ma vidéo va être quand même longue. Bon, c'est une vidéo longue. Et malgré le fait que la vidéo soit longue, je pense qu'il y a quand même des détails que je vais avoir omis dans la vidéo. Vous allez voir, tu sais, je peux pas tout dire en 1h30. Il aurait fallu que je fasse comme 10 vidéos sur le sujet. Mais je pense vraiment que je vais être capable de vous dire l'essentiel. Puis encore là, ça se peut qu'il y ait des petits détails, des témoins qui vont pas être dits dans la vidéo. C'est pourquoi je vous recommande ensuite de vraiment écouter le podcast Serial ou de lire ce livre que je vais vous recommander à la toute fin. Attention, cette vidéo aussi va être très technique. Faut écouter cette vidéo-là attentivement, faut la regarder attentivement. Si vous faites d'autres choses en même temps, c'est bien correct, je fais toujours ça, mais ça se peut que vous perdiez des détails importants. On va parler des différents procès qu'il y a eu, des preuves à conviction, les témoins, ça peut être vraiment mélangeant. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour essayer de tout vulgariser et j'espère que vous allez bien comprendre l'affaire. Et surtout, j'espère que comme moi et des milliers d'Américains, vous allez tomber dans ce rabbit hole et vous allez devenir autant obsédé et fasciné par cette affaire célèbre. Et bien, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Donc, l'histoire prend place à l'école secondaire Woodlawn High School dans le comté de Baltimore, au Maryland. Je veux spécifier que la ville de Baltimore, c'est une ville qui est hautement criminalisée, là, c'est reconnu pour ça, quasiment. Hello, everyone. Thanks for staying with WJZ. I'm Vic Carter. And I'm Denise Koch. Well, a staggering 22 robberies and 7 separate shootings unfolded across Baltimore over the weekend, leaving neighbors frustrated and demanding answers. In less than a half hour last night, 2 men were fatally shot in their cars in separate incidents. En 1999, on parlait de 1 meurtre par jour. C'est énorme. Woodlawn High School, c'est un petit peu à l'extérieur de la ville de Baltimore. C'est comme en banlieue de Baltimore, si on veut. C'est dans le comté de Woodland. Et c'est la plus grosse école publique du comté.
et aussi la plus multiculturelle. Dans cette école, il y a malheureusement beaucoup de fusillades, des agressions au couteau, il y a aussi des meurtres. Donc, ça arrive assez souvent que la police doive se rendre sur les lieux à l'école pour arrêter des gens, pour faire des fouilles, pour assurer la protection des élèves. Fait que c'est une école un peu rock'n'roll, si on veut. Parmi tout ce brouhaha, il y a quand même des jeunes qui vont à l'école pour réussir et pour passer du bon temps avec leurs amis en classe, t'sais. Dans ces jeunes, il y a un certain Adnan Syed de 17 ans, de descendance pakistanaise. Ses parents se nomment Rahman et Shamin, c'est sa mère Shamin, et Adnan a 3 frères, sont tous nés aux États-Unis. La famille Syed est très très conservatrice, très religieuse, vous allez voir à quel point dans la vidéo, mais malgré tout, ils sont super gentils, ils sont vraiment aimés de leur communauté. C'est une famille qui est assez simple. Les garçons Syed, les 4 frères, sont très très impliqués aussi dans leur mosquée. Et Adnan, c'est un garçon qu'on qualifierait de populaire, surtout auprès des filles. Il est grand, il est athlétique, il joue au football, il fait de l'athlétisme. C'est un beau garçon, puis il a de l'attitude, mais en plus de ça, il réussit bien à l'école, il est gentil, il est poli. C'est vraiment le gendre parfait, là, si on veut. Toujours dans la même école, il y a une jeune femme de 18 ans qui se nomme Ae-min Lee, qui est née en Corée du Sud, mais elle a immigré aux États-Unis avec sa mère et son frère quand elle était enfant. Hye n'a jamais vraiment connu son père, ou du moins c'est assez ambigu toutes ces relations-là, mais on n'en parle pas, il est pas présent, et Hye vit avec sa mère, ses grands-parents, son frère et ses 2 cousins. Hye, c'est une athlète vraiment douée, elle excelle dans presque tous les sports, elle a joué au lacrosse, au hockey féminin, et elle gère même l'équipe de lutte des hommes. Elle travaille aussi à temps partiel pour la compagnie LensCrafter. Et en plus de ça, à l'école, elle est très très douée. C'est une première de classe. Elle fait partie du programme Schools Magnet Program, qui est comme un programme avancé de l'école secondaire Woodland High School. Hye, c'est une fille qui est super populaire. Elle est travaillante, elle est indépendante. C'est une fille qui est assez grande et sociable, et belle et chaleureuse. Et elle aussi, elle est pas mal aimée de tous. I was on the wrestling team last year, and she was one of the assistants, managers. We got along very well. She was nice student at Woodlawn. Everybody liked her. Donc au départ, Adnan et Hye étaient des amis. Ils se sont connus au Schools Magnet Program, donc au programme avancé. Les deux étaient super impliqués à l'école, fait que c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Au printemps 1998, c'était le bal de finissant, ou le bal... Il y avait un bal à l'école, je pense que c'était le bal de finissant, ouais. Et ni Hye ni Adnan avaient une date pour aller au bal, donc ils ont décidé d'y aller ensemble, et c'est à partir de cette soirée-là qu'ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Cette soirée-là, Adnan a été couronné comme le roi du bal, Prom King, comme ça vous montre à quel point il était populaire. Et la reine du bal, c'était pas Hye, c'était la meilleure amie d'Adnan, Stephanie McPherson, dont on va parler un peu plus tard. Et ce qui est vraiment cool dans cette affaire-là, c'est que Hye, elle a un journal intime, puis elle écrivait tout dans son journal intime, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle avait fait cette journée-là, ses pensées les plus profondes, fait que ça nous permet vraiment de connaître Hye un peu plus en profondeur. Puis quand elle parle de cette soirée-là au bal, je vais vous dire ce qu'elle a écrit, je vous l'ai traduit là en français. 10 secondes plus tard, devinez qui a dansé avec moi et pas avec Stéphanie, Adnan. Maintenant, comment je suis supposée ne pas tomber en amour avec ce gars? Mais le gros problème de ce couple-là, c'est que les deux, Hye et Adnan, avaient des cultures très conservatrices. Par exemple, Hye, qui vient de la Corée, elle n'avait pas le droit de fréquenter des garçons. Et je sais que c'est cliché, puis c'est pas tout le monde qui va comprendre la référence, mais ça me fait vraiment penser à Lane dans Gilmore Girls. Sa mère est très 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 stricte. Elle fait ça par amour pour sa fille, mais c'est un peu pareil pour Hye. Elle avait pas le droit vraiment de sortir, de fréquenter des garçons. Elle faisait tout en cachette de ses parents, de sa mère plutôt. Et pour Adnan, c'est pas mal pareil. C'était absolument interdit pour lui de fréquenter des filles, encore moins de sortir avec elles. Et la mère de Adnan était particulièrement intense. Elle surveillait les moindres faits et gestes de son fils. Par exemple, quand il était au téléphone, elle décrochait la ligne pour entendre ce qu'il disait, à qui il parlait, qu'est-ce qu'il disait. Ensuite, elle vérifiait le kilométrage sur sa voiture. Tu sais, quand il disait « je m'en vais à l'école »,
Quand il revenait, elle vérifiait le kilométrage pour être sûre qu'il est juste allé à l'école et il n'est pas allé ailleurs sans qu'il lui dise. Elle fouillait dans ses choses, dans ses sacs, pour être sûre qu'il voyait pas des filles. C'était donc très, très difficile pour ces deux jeunes-là d'être en couple, d'avoir une relation saine et stable. Je vais vous lire un autre passage de Hee. Je continue à tomber de plus en plus en amour avec lui. C'est le gars le plus mignon, gentil et cool, et il m'aime. Le seul truc, c'est qu'on doit garder ça secret. Soupir. Mais c'est ok parce que l'amour conquiert tout. Malgré les difficultés familiales, le couple était vraiment amoureux. Apparemment, qu'il était super beau à voir. Adnan lui offrait souvent des fleurs à Hee, des cadeaux, des cartes, il écrivait des poèmes, il envoyait des lettres d'amour. À l'école, ils se tenaient la main, ils se câlinaient, ils s'embrassaient, ils se supportaient vraiment dans leurs différents projets. Ils parlaient au téléphone aussi à chaque soir, toute la nuit, là, jusqu'à 3-4 heures du matin, en cachette bien sûr. Et il avait même développé un système pour pouvoir se parler. Écoutez ça, là, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais bon, par exemple, là, c'était l'un des deux qui faisait ça, ou un ou l'autre. Hee, elle appelait, à une heure précise, elle appelait le système de météo. Fait que tu peux appeler un système de météo, puis ça va dire la météo de la journée ou du lendemain. Elle appelait, c'était gratuit, puis pendant ce temps-là, Adnan y appelait, fait que ça sonnait pas, ça faisait juste sonner au téléphone comme une autre ligne en attente. Fait que les raccrochait, puis ils se parlaient. Fait que comme ça faisait pas sonner les téléphones chez un ou l'autre. Meilleur système. Malgré toutes les contraintes dans leur couple, ils réussissaient tout de même à avoir des moments seuls. Par exemple, ils louaient des chambres d'hôtel, des chambres de motel, et ils passaient toute la journée. Sinon, avec leur voiture, ils allaient dans des endroits isolés, des parcs, des stationnements vides, pour avoir un petit peu plus d'intimité. Malheureusement, plus le temps avançait, plus Hee commençait à sentir de la culpabilité face à sa relation. Elle n'aimait pas mentir à sa mère, tout d'abord, elle n'aimait pas ça cacher sa relation à sa famille. Et elle savait aussi que la religion d'Adnan était très très importante pour lui et aimait pas le détourner de sa religion. Elle écrit même dans son journal « Ça m'énerve de savoir que je suis contre sa religion. Des fois, il m'appelle le diable. Je sais qu'il faisait des blagues, mais c'est quand même vrai. Je déteste ça. C'est comme si je le fais choisir entre moi et sa religion. » Adnan, il tentait de la rassurer en lui disant qu'il la laisserait jamais, mais Hee ne pouvait pas s'empêcher de se sentir coupable. Il y a eu un événement assez important qui s'est passé avec leur couple au bal de la rentrée. À ce stade-ci, la mère de Adnan est pas mal sûre que son fils fréquente quelqu'un, donc elle se rend à l'école durant le bal avec son mari. Il voit des étudiants dehors, puis il demande aux étudiants d'aller chercher Adnan à l'intérieur. Comme là, cette histoire-là, il y a eu beaucoup de versions de cette histoire, de cet événement qui se sont partagées. Beaucoup de versions différentes. Il y en a qui disent que les parents sont rentrés, ils ont humilié Adnan devant tout le monde. C'est pas vrai, les parents sont jamais entrés. C'est Adnan qui est sorti à l'extérieur de l'école. Puis ça vient d'une source sûre, l'autrice de ce livre-là, Rabia, dont viennent mes sources pour cette vidéo. La majorité de mes sources, c'est une bonne amie d'Adnan, puis c'est... bon, elle fait partie un peu de la famille. Là. Bref, fait que les étudiants vont chercher Adnan et lui disent « Hey, tes parents sont dehors, ils veulent te parler. » C'est vraiment humiliant pour Adnan, pauvre petit. Donc, il va voir ses parents dehors et ses parents furieux lui ordonnent de quitter le bal. Finalement, il est rentré chez lui, mais après, il s'est enfui de la maison puis il est allé rejoindre Hee au bal pour pouvoir la consoler parce qu'elle se sentait triste, tu sais, sa date l'avait abandonnée puis elle se sentait coupable. Puis pour Hee, malheureusement, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Elle voulait plus s'interposer entre Adnan et sa religion. Elle se sentait pas bien dans cette relation, juste à cause de ça. Là. Sinon, elle aimait Adnan, c'était un choix déchirant. Mais en novembre 1998, elle a décidé de rompre avec Adnan. Adnan avait de la peine, mais tu sais, il comprenait. Il était pas fâché, il détestait pas Hee. Il était juste blessé que Hee, elle décide de le laisser pour cette raison. La raison, c'est sa religion, leurs différentes cultures. Mais il comprenait. Tu sais, des relations de même, surtout jeunes, là, des fois, ça arrive que tu te laisses, tu reprends, tu te laisses, tu reprends. Fait qu'ils sont quand même revenus ensemble jusqu'au mois de décembre, là, tu sais, pas longtemps, quelques semaines. Et là, au mois de décembre, Hee, elle a rencontré quelqu'un d'autre à son travail, un certain Don. Don est 3 ans plus vieux que Hee, et Hee, elle écrit dans son journal, là, elle est encore avec Adnan, mais elle dit «
j'arrête pas de penser à Dawn. J'aime encore Adnan, mais j'ai un gros crush sur Dawn. On peut vraiment lire dans son journal qu'elle se pose vraiment la question, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? J'aime 2 hommes en même temps. Mais elle décide tout de même, en décembre, de rompre avec Adnan. C'était une rupture très amicale. Tu sais, les deux sont restés amis. Au début, c'est sûr qu'Adnan avait de la peine. Tu sais, Hay, c'était pas mal son premier amour, sa première copine sérieuse. Mais il s'en est remis assez vite. T'sais. Puis je sais que je donne beaucoup de détails sur leur relation en ce moment, mais tout ça est très important dans l'histoire. À Noël, Hay a quand même acheté un cadeau de Noël à Adnan, un manteau, et Adnan y a acheté un cadre à Hay avec une photo des deux. Et ça disait en haut, genre, dans le cadre, là, « Best Friends ». Tu sais, vous voyez à quel point ils sont vraiment restés amis. Les deux sont contents de leur décision, de la rupture, sont aussi contents de ne plus avoir à se battre pour être en couple. Le 31 décembre, Hay et Dawn deviennent officiellement un couple. Et Adnan, la même soirée, là, dans un party, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Nisha et ils vont commencer à se fréquenter. Lorsque Adnan parle de sa relation avec Hay, il dit ceci, je vais vous le lire. « Je crois que plusieurs personnes croyaient qu'on voulait se marier, avoir des enfants ou qu'on planifiait s'enfuir ensemble et tout. C'était pas dramatique comme ça. On aimait être ensemble et la transition de petit ami à ami s'est faite très facilement. » Et tu sais, le fait que les deux se remettent en couple aussi facilement, aussi vite, c'est pas un gros mystère parce que gérer un parent strict et possessif, c'est faisable. Mais 2 parents, quand les 2 parents du couple sont aussi stricts, avec beaucoup de règles, c'est impossible à gérer. Donc maintenant, vous avez le big picture, vous connaissez le couple, les gens impliqués, et maintenant, l'histoire commence pour de vrai. Le 13 janvier 1999, à 18h, il y a le policier Scott Adcock qui répond à un appel concernant la disparition d'une jeune femme, Hae Min Lee. On sait que le 13 janvier, à 14h15, Hae a été vue par une de ses amies, Aisha, quand l'école s'est terminée. Selon Aisha, Hae était de bonne humeur. Il y a une autre fille du nom de Becky qui se rappelle avoir vu Hae quitter l'école immédiatement à 14h20 quand la cloche a sonné. Il y a une autre amie aussi de Hae, Debbie, qui prétend avoir vu Hae à 15h près du gym aussi. Fait que là, on a un peu une ligne du temps. T'sais, on l'a vu à l'école, on l'a vu quand la cloche a sonné vers 14h15, on l'a vu à 14h20. Il y a une fille qui dit l'avoir vu à 15h. Et selon cette fille, Hae lui aurait dit qu'elle s'en allait rejoindre Dawn au centre commercial. À 14h30, il y a Ines Butler, qui est une coach à l'école, qui se rappelle avoir vu Hae aller à un genre de food truck là, près des autobus scolaires pour s'acheter des frites et un jus de pomme. Hae a quitté l'école en disant qu'elle avait quelque chose à faire. Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait faire, qui elle allait rejoindre, où elle allait. Ça reste un gros mystère dans cette affaire. Cette journée-là, Hae était supposée travailler à 18h. Elle s'est pas présentée au boulot. Mais la mère de Hae était déjà inquiète parce que Hae, à tous les jours après l'école, elle allait chercher sa cousine pour la ramener à la maison. Et cette journée-là, elle l'a pas fait. C'est vraiment pas son genre de juste pas se présenter sans avertir qui que ce soit. La mère de Hae, inquiète, appelle toutes les amies de Hae. Il n'y a aucune d'elles qui sait où elle est. Bien sûr, le policier commence par vouloir appeler Don, le petit ami de Hae. Mais comme c'est le petit frère de Hae qui avait le numéro, il s'est trompé. Puis il a donné le numéro de Adnan. Il a juste trouvé dans les affaires de Hae, des affaires secrètes, un numéro de téléphone. Fait qu'il a dit ça doit être le numéro de son petit ami. Mais c'était le numéro de Adnan. Donc Adnan a reçu un appel, il répond tout de suite. Il savait déjà que la mère de Hae la cherchait parce que Aisha, leur amie en commun, l'avait déjà appelé pour savoir où était Hae, pour lui dire que sa mère la cherchait. Fait qu'il savait qu'elle était cherchée par ses parents. Mais quand il a reçu l'appel, il dit « Ben moi, je l'ai pas vue depuis l'école. Tu sais, je l'ai vue à l'école, mais après ça, je l'ai pas revue. » Il faut savoir que Adnan, il consommait du cannabis. Quand même pas régulièrement, mais une fois de temps en temps. Et au moment où le policier l'a appelé, il était pas mal stone, pas mal gelé. Et comme c'était le ramadan, ben, il avait pas mangé la journée, fait que ça l'a comme encore plus rentré dedans, le weed qu'il avait fumé. Adnan, après des années, se rappelle qu'au moment où il a reçu l'appel, il était stationné. Il était au volant de sa voiture et est allé chercher dans son coffre à gants le téléphone quand ça l'a sonné, puis il l'a pris. Du côté passager, il y avait son ami Jay Wilde. Et essayez de vous rappeler de ce fameux Jay Wilde parce qu'il est quand même important dans l'histoire. Vers 1h30 du matin, le policier réussit enfin à joindre Don.
Il répond qu'il a parlé à Hay pour la dernière fois le 12 janvier, la veille, quand ils avaient passé la soirée ensemble. Le truc étrange, c'est que cette journée-là, le 13 janvier, quand Don rentre à la maison du boulot vers 18h, son père lui dit d'appeler au travail parce qu'apparemment, il y avait quelque chose à régler, un employé s'est pas présenté. Donc, Don appelle et c'est là qu'il se fait dire que Hay ne s'est pas présenté au travail. Normalement, ben, tu serais inquiet, surtout si t'as affaire à une personne très ponctuelle. Moi, la première chose que je ferais, ça serait d'appeler Hay. Il a même pas essayé de la contacter. Donc ça, c'est assez bizarre. Puis ce qui est bizarre dans ça, ben, c'est à 1h30 du matin seulement que les policiers ont réussi à joindre Don. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Le 14 janvier, il y a eu une grosse tempête de neige à Baltimore. Donc, la ville s'est pas mal gelée pendant 2 jours. Tout était fermé. Il y a des arbres qui sont tombés sur les voitures, des maisons, des routes, des poteaux électriques. Il y a plein de quartiers qui ont manqué d'électricité. Et en plus de ça, le lundi suivant, c'était le jour de Martin Luther King, fait que c'était férié. Donc c'est seulement après 5 jours de congé que les compagnons de classe de Hay ont appris qu'il était disparu. Tu sais, il y a eu la tempête, le lendemain, l'école était fermée, après il y a eu les 2 jours de week-end, puis le lundi suivant, c'était férié. Fait que ça a quand même pris du temps avant que, pas les recherches s'activent, mais que les gens sachent, tu sais, ah, il y a une fille de disparue, notre amie est portée disparue. Il y a une enquêtrice qui se joint au dossier de l'enquête. L'enquêteur Johnson qui interviewe Don. Elle le décrit automatiquement comme étant quelqu'un de mature, de articulé. Elle le questionne jamais sur son background, sur sa culture, sur sa relation avec Hay, parce que on s'entend, c'est un homme blanc. Tandis que quand elle va interviewer Adnan, ça va être complètement différent. Elle va lui poser plein de questions sur sa religion, sur sa relation avec Hay, alors que c'est son ex, dans le fond. L'enquêteur vérifie si Don travaillait cette journée-là. Le manager dit que oui, travaillait. Donc son alibi est vérifié et c'est tout. Mais on va y revenir à ça. Adnan est interrogé le 25 janvier. Il dit qu'il a vu Hay pour la dernière fois le 13 janvier, après l'école. Lui, il s'en allait à sa pratique d'athlétisme. Puis après ça, il l'a plus jamais revu. Il a même pas vu Hay quitter l'école. On interroge le coach d'athlétisme de Adnan qui dit, malheureusement, ne pas prendre les présences. Fait qu'il peut pas confirmer que Adnan était bel et bien là, mais il se rappelle que il a dit aux jeunes musulmans qui pratiquent le ramadan qu'ils sont obligés de se présenter à la pratique, mais ils sont pas obligés de courir. Un autre point important, l'enquêteur rappelle Adnan pour qu'il confirme quelque chose que l'enquêteur avait entendu. C'était qu'en fait, la journée du 13 janvier, Adnan aurait demandé à Hay de lui faire un lift, donc d'embarquer dans sa voiture avec elle, mais comme il est arrivé en retard, Hay aurait quitté sans lui. Adnan répond que c'est faux, qu'il n'aurait pas eu besoin que Hay lui fasse un lift parce que sa propre voiture, tu sais, fait que ça n'a pas vraiment de sens. L'affaire, c'est que cette journée-là, Adnan avait prêté sa voiture à Jay Wiles. Je vous en ai parlé tantôt, puis c'est vraiment un des personnages les plus importants dans cette affaire-là. Puis je dirais que Jay, c'est pas vraiment un ami de Adnan, c'est plus une connaissance, si on veut. Une connaissance, ils fument du weed ensemble, mais tu sais, c'est pas des bons amis, pas du tout. En fait, Jay, c'est le petit ami de Stephanie. Je vous en ai parlé aussi plus tôt. Stephanie, c'était la prom queen au bal, et c'est la meilleure amie de Adnan. Fait que c'est surtout grâce à Stephanie, ou à cause de Stephanie, que Jay et Adnan sont amis par défaut. Donc ce petit détail que Adnan était censé embarquer avec Hay cette journée-là, ça devient quand même important, là. Vous allez voir pourquoi. Le 1er février, la police se rend à l'école secondaire pour questionner les employés, le staff, et vraiment, le focus de leurs questions, c'est uniquement sur la relation entre Adnan et Hay. À ce stade-ci, Adnan a déjà été contacté par la police à 2 reprises. Première fois, la soirée de la disparition. Deuxième fois, le 1er février, par le détective. Et Adnan se rappelle que la première fois qu'il a été rencontré par la police, il s'est juste dit « Oh my God, Hay va tellement être dans le trouble, là, genre si ses parents la cherchent comme ça, là, elle va être vraiment dans la merde. » Donc maintenant, ça fait presque 1 mois qu'on cherche Hay. Non seulement on la cherche elle, mais sa voiture a aussi disparu avec elle. Like it was a common thing. Licking Park, c'est un beau parc avec beaucoup d'arbres
C'est tranquille, silencieux, c'est super joli. D'ailleurs, le film 2 de Blair Witch Project, donc le Blair Witch Project 2, il y a une partie qui a été filmée à cet endroit-là, dans le Leaking Park. Mais à part de ça, le parc est assez populaire parce que c'est reconnu pour être appelé le Murder Park. C'est reconnu pour être le parc où on se débarrasse des cadavres. C'est assez glauque, mais les restes d'au moins 68 personnes ont été retrouvés dans ce parc-là. Comme je vous ai dit, Baltimore, c'est une ville hautement criminalisée, donc il y a beaucoup de meurtres, et le Leaking Park, c'est vraiment un peu l'endroit idéal pour se débarrasser de cadavres. Et c'est exactement à cet endroit que le corps de Hae-Min Lee a été retrouvé. Lee was last seen at school January 13th at 3 o'clock driving her family's Nissan Sentra. She was supposed to pick up a cousin, but never did. Police say a passerby found her remains 2 days ago in Leakin Park. Investigators say her body was partially buried approximately 100 yards off the roadway. They identified Lee from her clothing and personal belongings. Police are investigating this case as a homicide. Dans l'après-midi du 9 février, il y a un certain Alonzo Sellers qui est en route pour le travail quand il y a eu une envie soudaine d'uriner. Ce qui est bizarre, c'est que sur cette route-là, il n'y a pas d'endroit pour se stationner là, sur le bord de la route. Donc, il n'y a pas vraiment d'entrée spéciale. Il s'est vraiment stationné sur le bord de la route. C'était pas très sécuritaire. Puis il a décidé d'aller dans le parc pour uriner. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de ce fameux Alonzo Sellers. Parce que toute l'histoire autour de la découverte du corps et de cet homme-là est quand même louche. Donc, entre 1994 et 2015, Alonzo Sellers a été chargé 8 fois pour outrage public à la pudeur. En d'autres mots, il aime ça s'exposer en public, il aime ça se baisser le pantalon et se montrer le pénis devant les gens. Il est très à l'aise avec ça, il l'a même déjà fait devant une policière. Donc l'après-midi du 9 février, ce fameux Alonzo, il s'est arrêté pour faire pipi. Il est entré dans le parc malgré le fait que le sol était complètement glacé et qu'il y avait de la neige partout. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est allé assez profondément dans la forêt pour finalement s'arrêter près d'un gros tronc d'arbre qui était tombé et pour faire pipi à cet endroit-là. C'est quand même un long trajet pour un simple pipi. Tu sais, si tu veux faire pipi comme ça, premièrement, il était pas très loin de son travail, donc il aurait pu attendre, mais pour faire pipi comme ça sur le bord de la route, tu t'enfonces pas aussi profondément dans la forêt. L'avocate d'Adnan, Christina Gutiérrez, elle aussi, on va en reparler en long et en large, elle a fait un peu le trajet de Alonzo Sellers. Je vais vous le montrer, ça montre à quel point c'est vraiment un drôle de hasard qu'il soit allé là. Tu sais, est-ce que c'est un hasard, en fait? You know, until this bike path, there was really not. Well, either way. All right, well, where do we go? Yeah, Drew, where do we go? On the spot. Yeah, okay, see what's going on. Yeah, you see a lot of virgin places. Donc, vous voyez maintenant, comme moi, que c'est vraiment bizarre qu'Alonzo ait mis les pieds à cet endroit-là, cette journée-là. Il y a comme pas de chemin qui mène au gros tronc d'arbre, tu sais. Fait que, bref. Donc, il arrive, il passe par-dessus le tronc d'arbre, il dézippe son pantalon, et c'est là qu'il aperçoit des cheveux noirs. Il trouve ça bizarre, il s'approche un peu plus, et là, il voit une hanche qui sort du sol. Apeuré, il quitte rapidement les lieux, et vers 13h20, il y retourne, maintenant accompagné de 2 détectives, et Alonzo leur fait part de son horrible découverte. C'est en fin d'après-midi que les policiers ont commencé à déterrer le corps, qui était celui d'une jeune asiatique, Hae-Min Lee. Hae est encore habillée, mais ses vêtements étaient comme vraiment en désordre. Elle portait encore son soutien-gorge, mais sa blouse était comme un peu levée, et son soutien-gorge était au-dessus de sa poitrine, et sa jupe
elle portait une jupe noire, était au-dessus de sa taille. Sa culotte était intacte, mais il y a 2 fibres de tissu qui ont été retrouvées sur sa culotte. Elle n'avait pas de chaussures, ses chaussures n'étaient pas sur les lieux du crime, et elle portait encore ses bijoux. Le corps de Hay avait juste été comme jeté dans le parc puis caché rapidement. Elle avait été frappée à la tête, l'os hyoïde qui supporte la langue, où ça se trouve à être ici, était disloqué. Elle avait une hémorragie à l'œil et tout ça prouve qu'elle a été étranglée manuellement. Et aussi, avant d'être étranglée, elle avait été frappée à la tête. Après des tests effectués, on ne trouve pas de traces de sperme sur les vêtements ni le corps de Hay, donc on détermine qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Sur la scène de crime, plusieurs items ont été retrouvés près du corps de Hay. Je vais vous les lire. Une bouteille d'alcool vide a été trouvée à quelques pieds de la victime, des balles d'un fusil 9 mm et d'autres balles d'un fusil de calibre .40, une capote roulée et son emballage et des étuis de cassettes du magasin Blockbuster. Tous ces items n'étaient pas nécessairement juste à côté du corps de Hay. Il y en avait qui étaient à côté, il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus éparpillés dans le parc, mais ils ont tous été photographiés. Donc pour revenir à Alonzo Sellers, les policiers, les détectives se sont quand même questionnés sur comment il est fait pour trouver ce corps-là à cet endroit-là qui est quand même assez isolé. Et son histoire n'avait pas vraiment de sens. T'sais, l'histoire qu'il raconte qu'il revenait il allait au travail, il s'est arrêté pour faire pipi, puis c'est là qu'il l'a retrouvé. Les policiers en doutaient fortement. Il y en a qui ont suggéré que peut-être qu'il allait à cet endroit-là pour s'exposer. T'sais, il a quand même été arrêté à 8 reprises à cause qu'il a fait ça. Est-ce qu'il allait dans le bois pour faire ça? Ben, ça n'a pas vraiment de sens parce que quand tu t'exposes comme ça, ben tu veux le faire à un endroit qui a des gens où t'es sûr qu'il va y avoir des gens dans un parc, une forêt comme ça, isolée. Ça, c'était en plein jour de la semaine. Ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en même temps, les policiers le considéraient pas tellement comme un suspect dans cette histoire-là parce que, vu sa réaction, il a paniqué quand il a vu le corps et il a alerté tout de suite la police, mais ils se sont dit, bon, ça doit pas être lui. Et aussi pas parce que t'aimes ça montrer ta graine en public que t'es nécessairement un meurtrier, t'sais. Les policiers se demandaient plus si peut-être il avait déjà entendu parler du meurtre puis il a décidé lui-même d'aller chercher le corps ou il savait où était le corps, il en avait entendu parler puis il a voulu aller vérifier par lui-même. Ça, c'est une bonne théorie. C'est pourquoi ils lui ont fait passer le test du polygraphe à 2 reprises. Dans le premier test, il était super nerveux, il semblait pressé par le temps, t'sais, il demandait toujours il était quelle heure et tout. Il a échoué le test, puis c'est possible que ça soit à cause qu'il était très nerveux. Dans le deuxième test du polygraphe, maintenant les questions étaient complètement différentes et moins reliées à Hay, et il l'a passé haut la main, et après ça, les policiers ne l'ont plus jamais contacté. Excusez, hein, mon nez, là, il rougit à plus la vidéo avance parce que je prends des pauses pour me moucher. Quand Adnan a appris la nouvelle, il s'est vraiment effondré en pleurs, et selon ses proches, ça semblait assez sincère. Et il arrêtait pas de dire « Ah, tu sais, c'est peut-être pas Hay, tu sais, peut-être que ils se sont trompés, peut-être que c'est une autre Asiatique. » Parce qu'effectivement, il y a quand même une grosse communauté coréenne à Baltimore. Même s'il y avait beaucoup de meurtres à Baltimore, Hae Min Lee, c'était pas le profil de la victime typique, tu sais. C'était pas un meurtre qui a été relié à la drogue, aux gangs de rue. Normalement, à Baltimore, quand il y a des meurtres, il y a quand même un pattern, tu sais, les meurtres se ressemblent. Mais Hay, c'était complètement différent, tu sais, c'était une jeune femme à peine adulte, là, qui réussissait dans la vie, qui venait d'une bonne famille, qui venait d'une communauté, la communauté coréenne à Baltimore. Il était impliqué beaucoup dans la ville, il y avait plusieurs commerces, elle était impliquée à l'église. Fait que son profil de la belle jeune femme qui réussissait, ben, l'a quand même aidé, parce que les policiers voulaient en faire plus pour trouver qui avait fait ça à Hay, puis il y avait aussi beaucoup plus de pression que dans d'autres meurtres. Le 12 février, la police a reçu un appel anonyme provenant d'un homme asiatique de 18 à 21 ans, donc ça, il n'était pas sûr de l'âge, mais environ, qui conseillait les policiers de plus enquêter sur l'ex-petite amie de Hay, soit Adnan Syed. L'appelant disait que Adnan avait déjà amené Hay à Lee Park à plusieurs reprises pour avoir des relations sexuelles et que juste une semaine avant que la victime disparaisse, Adnan et elle avaient rompu. Ces informations sont malheureusement erronées parce que Adnan et Hay sont jamais allés à Lee Park pour avoir des relations sexuelles. Ils allaient dans d'autres parcs, mais ils n'allaient pas à Lee Park.
Et ça faisait pas du tout juste une semaine qu'ils avaient rompu, ça faisait plus d'un mois. Donc, c'était pas des bonnes informations, mais ça n'avait pas d'importance parce que pour les policiers, ça leur donnait un nouveau suspect, ou en fait, ça confirmait un suspect qu'ils avaient en tête, puis ça leur donnait une raison de plus pour enquêter sur Adnan. Police now reveal that 18-year-old Hai Min Lee died of strangulation and that they discovered her 1998 Nissan Sentra a short distance from where her killer attempted to bury her body in a shallow grave in Leakin Park. Key details they had withheld as they sought out a suspect. They now have one in custody. He's identified as a 17-year-old Woodlawn student. His name is Adnan Musad Sayed. Le 26 février, il y a 2 enquêteurs qui se sont rendus chez Adnan pour l'interroger. Adnan est avec son père, ce qui n'était pas vraiment une bonne affaire parce que Adnan ne voulait pas dire toute la vérité devant son père et il lui cachait beaucoup de choses. Jamais lui avait dit que Hay c'était sa copine. Donc, c'était pas une bonne affaire que son père soit là. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait aucune idée de qui pouvait en vouloir autant à Hay. Qu'il n'y avait aucune information. Il disait ça vraiment sans savoir qu'à ce moment-là, là, c'était le suspect principal dans l'affaire. Et même que Hay, quand elle était portée disparue, son meilleur ami, Saad, a dit à Adnan « Hey Adnan, tu sais que quand il y a des disparitions, souvent ils vont enquêter sur l'ex-petite amie, fait que tu devrais vraiment te prendre un avocat. » Puis là, Adnan, il était « Mais voyons, t'es complètement fou, pourquoi je me prendrais un avocat? T'sais, pourquoi je serais considérée comme un suspect? » Après cette visite, les enquêteurs sont allés rencontrer une certaine Jennifer Poussateri. Ils sont allés la voir parce que la journée du 13 janvier, Adnan aurait appelé Jennifer à plusieurs reprises. Donc, il se demandait ce qu'elle avait à raconter sur cette affaire-là. La rencontre s'est bien passée. Il parle pas vraiment de Adnan durant la rencontre. Elle quitte le poste de police et elle y retourne le lendemain. Cette fois-ci, elle est accompagnée de sa mère. Et pendant 2 heures, elle raconte aux policiers comment Adnan aurait tué Hai Min Lee. Elle offre un récit détaillé qui change vraiment de la veille où elle n'a rien dit sur Adnan. La petite différence, c'est que durant la soirée, la veille, entre les 2 rencontres, elle a vu Jay Wilds. Et là, elle avait de nouvelles informations à raconter. Le 28 février, à 5h20 du matin, la police se rend chez Adnan Sayed, mais cette fois-ci, c'est pour l'arrêter. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Adnan se fait réveiller à 5h30 du matin. Les policiers lui ordonnent de se lever, de s'habiller, et on le menotte pour l'amener directement au poste de police. Dans l'auto, il y a l'un des enquêteurs qui arrête pas de faire des mauvaises blagues à Adnan. Il lui dit genre « Ah, t'es tellement beau qu'en prison, tu vas te faire baiser fréquemment. » Et Adnan, il comprend pas pourquoi genre les policiers sont aussi méchants avec lui. Dans la communauté de Adnan, à la mosquée, tout le monde parle du scandale. Mais le pire, c'est qu'il parle pas de Hay, de son meurtre, il parle pas de l'arrestation de Adnan. Il parle du fait que Adnan avait une petite amie. Que c'est tellement interdit pour des jeunes de cet âge-là, dans une communauté aussi conservatrice. Je dis pas que tous les musulmans sont conservateurs, là, mais la communauté où Adnan il baignait. Fait que ça, c'était le scandale de l'heure. C'est qu'il avait une petite amie puis qu'il le cachait à ses parents. Et dans sa communauté et dans la famille de Adnan, les règles étaient plutôt simples. Pas d'alcool, pas de sexe, pas de drogue, pas de fréquentation, et dans certains cas, pas d'amis du sexe opposé. Et ça veut pas dire que les jeunes obéissaient à 100%. Ce que ça voulait dire, c'est que les jeunes continuaient à faire ces trucs-là, mais qu'ils allaient le cacher. Tu sais, Adnan, il allait dans des parties, il buvait de l'alcool de temps en temps, il fumait du cannabis, et il avait des copines. Mais il le disait pas à ses parents. Puis même s'il le disait pas à ses parents, il y avait quand même beaucoup d'amour pour eux, beaucoup de respect, ça changeait rien à ça. Au poste de police, Adnan accepte de parler aux enquêteurs sans la présence d'un avocat parce que il se dit « Pourquoi j'aurais besoin d'un avocat? Tu sais, je suis même pas suspect, dans pas longtemps, tout ça va être terminé. » Ce qu'il savait pas, c'est que à ce moment-là, au poste de police, il y avait déjà un avocat qui avait été appelé pour lui. Sa famille lui avait déjà appelé un avocat. Et celui qui était là pour représenter Adnan demandait aux policiers de cesser l'interrogatoire et les policiers ne l'écoutaient pas. En plus, Adnan avait le droit à la présence de ses parents parce qu'il était mineur, mais on lui a pas donné le droit d'avoir ses parents présents avec lui. Aussi, l'avocat a exigé que l'interview soit filmée, bien évidemment, l'interrogatoire. Et pendant 6 heures, Adnan a été interrogé
et à aucun moment ça a été filmé ni enregistré. Adnan, il comprenait vraiment pas à quel point il était dans le trouble. Lui, il arrêtait pas de penser à ses travaux scolaires. Tu sais, c'était un dimanche. Puis il se disait, OK, là, j'ai tellement de choses à faire. Tu sais, j'ai un essai à écrire pour demain. Comment je vais avoir le temps? Fait qu'il se demandait, là, combien de temps tout l'interrogatoire ça allait prendre parce qu'il était pressé de retourner faire ses devoirs. Après quelques heures au poste de police, les policiers ont enfin sorti un document qu'ils ont placé devant Adnan. Et le document disait que Adnan était en état d'arrestation pour meurtre au premier degré de Hae Min Lee. Fait qu'Adnan, il comprend toujours pas. Puis là, il dit « OK, mais là, c'est quand je vais pouvoir rentrer à la maison, j'ai des devoirs à faire. » Puis là, l'enquêteur a dit à Adnan, tu rentreras jamais à la maison. Donc, Adnan a été placé en prison avec un statut sans caution, ce qui voulait dire qu'il pouvait pas sortir de prison avant son procès. Quand tu as une caution et tu la payes, normalement, tu peux sortir en attendant ton procès. Mais là, il avait pas le droit. Il a été amené en prison dans l'aile juvénile et il a attendu pendant des mois, des longs mois. En prison, Adnan essayait vraiment de s'adapter, puis je pense qu'il réussissait vraiment bien. Tu sais, il avait un comportement exemplaire. Puis je vais vous lire un passage que, justement, dans mon livre, Adnan, c'est lui qui parle, je l'ai traduit. « J'ai réalisé que mes parents étaient très inquiets de mon bien-être. Ils avaient peur que peut-être je vivais de la violence émotionnelle ou physique. À ce point, j'ai pris une décision. Peu importe ce qui allait arriver avec mon dossier, je ferais toujours de mon mieux pour rester positif devant ma famille. Je faisais l'exercice pour rester en bonne forme physique, pour que je semble en santé quand ils me visitaient. Durant mes conversations au téléphone, j'essayais toujours de raconter des trucs positifs. Quand ses proches venaient le voir, il racontait des histoires drôles de la prison, des prisonniers, des gens qui le côtoyaient, mais il laissait jamais paraître qu'au fond de lui, là, il était complètement terrorisé. Heureusement, Adnan était entouré d'une bonne communauté, ses parents étaient très appréciés dans la communauté. Même les docteurs, ceux qui font le plus d'argent dans cette communauté-là, ils mettaient genre leur maison à vendre pour pouvoir aider la famille de Adnan à trouver un bon avocat. C'est fou, là. Les parents de Adnan se sont fait recommander la meilleure avocate de défense criminelle, Cristina Gutiérrez, qui était engagée pour 50 000 $ juste de frais légaux. Juste les frais de base le coûtaient 50 000 $. C'est assez fou. Puis Cristina Gutiérrez, je sais pas si vous en rappelez, ceux qui suivent vraiment toutes mes vidéos. Récemment, j'ai fait une vidéo sur un frère qui a tué son autre frère. C'était l'affaire Zachary Whitman et c'était Cristina Gutiérrez qui avait représenté la famille Whitman. Puis elle avait pas fait un excellent travail là, de ce que je me souviens. Puis on va y revenir à Cristina parce qu'encore là, elle aussi, c'est vraiment importante dans cette histoire. Donc parlons de la journée du 13 janvier 1999. Où était Adnan? Qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là? Donc si on sait que Hae, elle a été vue pour la dernière fois par son ami Debbie à 15h, Adnan, il faisait quoi à cette heure-là précisément? Tu sais, c'est pas si facile de savoir, tu sais. Admettons que je vous demande, genre, vous, là, le 18 juillet dernier, qu'est-ce que tu faisais? Puis si tu as une routine bien établie, des cours, du travail, tu vas en classe, si tu as une routine bien établie, c'est plus facile de le savoir. Mais si je te demande à la minute près, qu'est-ce que tu as fait cette journée-là? C'est impossible, là, parce que ça fait quand même longtemps. Moi, j'ai un agenda bien à jour, je mets tout dans mon agenda. Aussi, un bon truc, tu peux aller voir dans tes stories, dans tes photos que tu as prises cette journée-là, ça peut un peu t'éclairer. Mais de savoir à la minute près, tu sais, je pourrais te donner les grandes lignes de ce que j'ai fait, mais si on me demande à 15h42, t'étais où? Je le saurais pas. Puis c'est ce qui était demandé à Adnan. Mon amour, je fais un test avec toi. Les cheveux sont pas familles. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu faisais le 5 août 2022? 5 août 2022, ok, ça c'est cette année. C'est-tu un week-end ou c'est un jour de semaine? C'est un vendredi. C'est un vendredi, ok. C'est avant qu'on ait sa Côte-Nord. Tu peux regarder avec ton agenda, là. Je peux regarder avec mon agenda? Oui. Ben oui. C'est facile, en tout cas, ça dans mon agenda. Moi aussi. On est à Québec. Oui. On est à Québec. Le lendemain, c'est quoi ce tournage-là? J'avais un tournage le lendemain pour Arrive en campagne, qui était à Montréal. Ça veut dire qu'on est revenu de Québec à Montréal pour le tournage. Ouais. Je me souviens de ce tournage-là en plus parce que c'était sur le bord des lignes américaines. Mais ça, c'est le samedi. Ouais, ça, je te parle du vendredi. Ouais, je sais. Mais j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait le vendredi. On n'avait pas Elvis. C'est un week-end sans enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le vendredi soir? C'est tough, ça. Mettons, là, je te dis de me dire heure par heure qu'est-ce que t'as fait cette journée-là, c'est tough.
Ouais. Ça fait 3 mois. Ouais. Si on me demande ça, il y a 6 mois. Ouais. C'est impossible. Donc, vous voyez que c'est pas si facile que ça. Dans la journée du 13 janvier, Adnan était à l'école. Un truc important à mentionner, c'est que le matin de cette journée-là, Adnan avait prêté sa voiture à son ami, connaissance, Jay Wilds. Pourquoi il a fait ça? En fait, c'était l'anniversaire de son amie Stéphanie, dont je vous ai parlé. Stéphanie et Adnan avaient acheté un beau cadeau, mais Jay, il avait rien acheté à Stéphanie. Fait qu'Adnan, il a prêté sa voiture à Jay, full, vraiment généreux, puis il a dit... Il va acheter un beau cadeau à Stéphanie, genre, tiens, ma voiture. J'ai pas besoin de m'en servir de toute façon, j'étais à l'école. Il faut le dire, Adnan, il était généreux, oui, mais il aimait pas Jay tant que ça. Il lui a prêté sa voiture parce que Jay fournissait Adnan en cannabis. Fait que ça l'arrangeait un peu d'être de son bon côté, tu sais, d'être ami avec. Puis, Stéphanie était contente que son copain et son meilleur ami soient proches. Mais pour Adnan, Jay, il l'aimait pas tant que ça, tu sais. Un autre truc important, Adnan venait tout juste d'avoir un nouveau téléphone cellulaire. Là, rappelez-vous, on est en 1999, on fait pas la même utilisation des téléphones cellulaires qu'aujourd'hui. Il y a pas de médias sociaux, pas d'internet, là, à cette époque-là. Tu sais, c'est des vieux flip phones, puis bon. Je pense que c'était même pas flip, là, c'était genre des vieux téléphones. Bon. Donc, Adnan avait pas le droit d'amener son téléphone à l'école, c'est comme une règle de l'école. Donc, il laissait son téléphone cellulaire dans le coffre à gants toute la journée dans sa voiture. Alors cette journée-là, c'est important de savoir, Jay, il y a eu la voiture et le téléphone de Adnan toute la journée avec lui. Donc la cloche pour annoncer la fin des cours sonne à exactement 14h15, ok? Le coach d'athlétisme de Adnan est pas mal sûr qu'Adnan était là pour la pratique qui commençait à 15h30 cette journée-là, ok? Il est pas mal sûr, mais comme je vous ai dit, malheureusement, prenait pas les présences, donc il n'y a aucun moyen de le prouver. Ceci dit, il est pas mal sûr que oui, parce qu'il se rappelle que Adnan lui a dit que cette journée-là, il y avait quelque chose d'important en soirée. En fait, à sa mosquée, Adnan, c'était la première fois qu'il faisait les prières, fait qu'il leadait un peu la prière de la soirée. Puis c'est quelque chose de très important dans la vie d'un jeune homme musulman qui est très impliqué dans sa mosquée. Fait que c'était important pour Adnan, puis il l'avait dit à son coach. Et en effet, cette soirée-là, Adnan, c'est lui que l'idée, qui était le leader des prières. La pratique aurait terminé entre 16h30 et 17h. Stéphanie, la meilleure amie d'Adnan, se rappelle d'avoir appelé Adnan entre 16h15 et 17h30. Adnan aurait répondu qu'il était avec Jay, ce qui a du sens parce que Jay était censé aller le chercher après l'école avec la voiture d'Adnan. À 18h, à peine 18h, c'est là qu'Adnan a reçu un appel de la police lui annonçant la disparition de Hay. Et en soirée, il y a eu les prières leadées par Adnan à la mosquée et il y avait plusieurs témoins, donc on peut confirmer que Adnan a fait les prières cette soirée-là à la mosquée. Donc selon les policiers, c'est vraiment entre 14h15 et 15h30 que tout se joue, que c'est à ce moment-là que Adnan aurait tué Hay. On s'entend que c'est pas beaucoup de temps, donc entre 14h15 et 15h30, il fallait que Adnan prouve il était où. L'affaire, c'est que pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de raconter une toute autre histoire aux policiers. Why don't you go ahead and tell us what you know about the death of Haley? Left out, went shopping with a friend of mine, an ex-friend of mine, Adnan. Ok, donc maintenant parlons de Jay Wilds, qui, comme je vous ai dit, est super important dans cette affaire-là. Le 27 janvier 1999, Jay Wilds s'est présenté au poste de police pour raconter ce qu'il savait sur le meurtre de Hae Min Lee. Ok, vous allez vraiment pas en revenir de cette histoire-là, c'est là que ça devient complètement malade. Jay s'est présenté au poste de police où il a donné une pré-entrevue de 2 heures qui n'a jamais été enregistrée. Ça, je sais même pas si c'est correct, je sais même pas si c'est dans les règles de faire ça. Donc, l'enregistreur était pas allumé durant la pré-entrevue de 2 heures. Puis ensuite, ce qu'il a raconté, ça n'a aucun sens. Il s'est contredit à plein de reprises. Il donne des versions différentes des faits. Donc là, la prochaine partie, je vais quand même le lire juste pour être sûr, tu sais, d'avoir les bonnes dates, les bons mots, les bonnes heures. Là. Je sais que c'est moins intéressant quand je lis, là. Donc, il commence en disant que le 13 janvier, vers 12h30, Jay est allé porter Adnan à l'école.
pendant qu'il gardait son auto, son téléphone, et supposément que dans l'auto, à ce moment-là, Adnan aurait dit à Jay qu'il avait prévu tuer Hay parce qu'elle a brisé son cœur. Ça sonne fake as hell. C'est sûr que c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Ensuite, il dit qu'il reçoit un appel de Adnan à 15h45 pour lui dire d'aller le chercher. OK? Fait que Jay a l'auto, il reçoit un appel de Adnan. OK, viens me chercher. Il est 15h45. Il finit par aller le chercher près de Leaking Park où Adnan est dans l'auto de Hay avec son corps inanimé dans l'auto. Et ensuite, ils vont fumer du weed. Plus tard, il va porter Adnan à l'école à 16h30. Puis il dit quand le soleil se couchait. Il va le porter pour sa pratique. Et juste pour vous dire, cette journée-là, le soleil s'est couché à 15h03, 1h30 avant l'heure que Jay aurait dit. Fait que ça n'a pas de sens. Ensuite, il va chercher Adnan à nouveau à 18h45. Ils vont manger au McDonald's. Et c'est à ce moment-là que l'enquêteur appelle Adnan pour lui demander s'il a vu Hay. Donc, Jay se rappelle, il dit « Ah, je me rappelle », il a reçu un appel de l'enquêteur pour lui demander où était Hay. À ce moment-là, apparemment que Adnan aurait complètement paniqué et il aurait demandé à Jay de lui prêter une pelle pour enterrer le corps de Hay. Donc, ils vont en chercher une chez Jay, puis ils retournent à l'auto de Hay. Et ensuite, les gars se rendent à Leaking Park et Jay regarde Adnan enterrer le corps de Hay, creuser un trou pour l'enterrer. Et ensuite, Jay est dans l'auto d'Adnan et Adnan conduit l'auto de Hay où ils vont la stationner et s'en débarrasser. J'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est la version de Jay, ce qu'il raconte aux policiers. Et ici, ce qui est complètement fou, puis c'est ça qui va faire douter tout le monde dans cette affaire-là, c'est vraiment ce gros détail-là, c'est que après ce témoignage pas crédible, les policiers demandent à Jay de les amener à l'endroit où se trouve la voiture de Hay. Tu sais, OK, si c'est vrai tout ce qu'il raconte, amène-nous à la voiture de Hay. Et c'est ce qu'il fait. Il amène aux policiers à la voiture de Hay. Fait qu'il savait où était sa voiture. L'auto est localisée le 28 janvier à 2h45 du matin dans un stationnement public. Donc l'auto est amenée au poste de police et à 5h20 cette journée-là, les policiers vont arrêter Adnan chez lui. Après cette interview, Jay a donné 3 autres entrevues à la police et à chaque fois, elles sont de plus en plus confuses. Il y a plein de contradictions, il y a plein de détails qui n'ont aucun sens. Par exemple, dans le premier interview, Jay, il dit qu'il est allé magasiner le cadeau de Stephanie au Westview Mall et dans le deuxième interview, il dit qu'il est allé au Security Mall. Ça n'a pas d'importance au final dans l'histoire parce que c'était comme le matin, mais pourquoi il s'est trompé de version, tu sais, dans quel mall t'es allé? Dans le premier interview, il dit que Adnan aurait ouvert le coffre de la voiture de Hay pour montrer le corps de Hay à Jay. La première fois, il dit qu'il était sur Edmondson Avenue, et dans la deuxième version, il dit qu'il était dans le stationnement du Best Buy, le magasin. Dans la première version, quand Adnan appelle à 15h45 pour lui dire à Jay « Viens me chercher », la première version, il dit qu'il était chez Jen quand il a reçu l'appel de Adnan. Dans la troisième version, Jay dit qu'il est en train de conduire jusqu'à chez lui quand Adnan l'a appelé pour qu'il aille le chercher. Donc c'est quand même des détails différents. Dans le premier interview, il dit que c'est juste Adnan qui a enterré Hay. Dans le troisième interview, il dit qu'ils l'ont fait les deux. L'affaire, c'est qu'avec ces informations-là, Jay, il est aussi coupable. Un peu moins, mais il est quand même aussi coupable que Adnan parce qu'il l'a aidé à enterrer le corps. Fait que pourquoi il se mettrait dans le pétrin en inventant une histoire comme ça et en s'impliquant lui aussi dans cette histoire-là? Et aussi, une autre question se pose définitivement, si cette histoire est fausse, comment Jay aurait pu savoir où était l'auto? On peut aussi se poser la question, pourquoi Jay aurait inventé tout ça? T'sais, pourquoi il en voudrait à Adnan à ce point-là pour l'accuser de meurtre et arriver avec des preuves, inventer une grosse histoire? En fait, il y aurait une genre d'explication à ça. Stephanie était très, très, très proche de Adnan, puis c'était même peut-être pas déplacé, là, tu sais, c'est des jeunes au secondaire, on s'entend, mais elle s'assoyait sur Adnan, je pense qu'ils se donnaient des bisous, tu sais. C'était des meilleurs amis avec un plus, puis tu sais, Steph est en couple, comme c'était mon ami, Stéphanie est en couple, fait qu'elle aurait peut-être pas dû faire ça. Mais Jay était définitivement jaloux de la relation entre Stéphanie et Adnan. Puis aussi, tu sais, Adnan et Stéphanie se ressemblaient sur plusieurs points, c'était des premiers de classe, ils réussissaient à l'école, dans les sports. Puis Jay, c'était pas mal tout le contraire, c'était pas le genre de gars que tu voulais présenter à tes parents, tu sais, il vendait du weed, il réussissait pas à l'école, selon les standards de Stéphanie, là, je veux dire. Fait que il était probablement jaloux d'Adnan. Mais est-ce qu'il aurait vraiment pu inventer toute cette histoire pour mettre Adnan dans le trouble, tu sais, juste à cause d'une question de jalousie? Puis Adnan se rappelle de certains moments qui prouvaient la jalousie de Jay.
Par exemple, que les gars, ils fumaient du cannabis ensemble, puis Jay, il disait des trucs comme « Hey, genre, tu me le dirais-tu si tu baisais ma blonde, ma copine? » Ben, il disait d'autres trucs genre « Elle te parle plus au téléphone à toi qu'à moi. » Fait qu'il était jaloux. En plus, durant cette période-là, Stéphanie avait confié à Adnan qu'elle pensait rompre avec Jay. Pas tout de suite, mais dans quelques mois, parce qu'elle allait à l'université, elle allait changer de ville. Fait qu'elle dit « Comment je vais aller à l'université, je vais rompre avec Jay. » Et Jay, ça, s'en doutait, puis il avait même demandé à Adnan si c'était vrai que Steph planifiait rompre avec lui. Et Adnan avait dit que oui, c'était vrai. Bref, pour le moment, en échange de ses aveux, on offre un marché à Jay. En échange de ce récit qu'il va raconter en cours, on lui offre une sentence largement réduite. Les procureurs avaient tellement besoin du témoignage de Jay parce que sans ce témoignage-là, il n'y avait aucune preuve contre Adnan. Ils l'ont arrêté sans preuve. Là. Il y avait juste le témoignage de Jay et la voiture retrouvée de Hay grâce au témoignage de Jay qui ont mené l'enquête vers Adnan, l'arrestation d'Adnan. Fait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Et ça, l'avocate de Adnan le savait très bien. D'ailleurs, on va revenir tout de suite à l'avocate de Adnan, Cristina Gutiérrez, qui est considérée comme la meilleure avocate en défense criminelle de la région. C'était aussi la première femme hispano-américaine à plaider devant la Cour suprême dans une autre affaire, pas dans cette affaire-ci. En 1995, Cristina Gutiérrez, elle a été demandée de quitter sa firme d'avocat. T'sais, on l'a comme mise dehors, là, poliment. Et au départ, elle était comme « Ah, c'est une décision commune, je suis d'accord avec ça. » Mais finalement, on va remarquer très vite un changement soudain de caractère chez elle. Elle va changer de manière complètement drastique. Elle a commencé à devenir méchante envers des gens qu'elle connaissait depuis des années. Sa santé mentale aussi allait pas très bien, en partie à cause de son changement là, de firme, mais aussi elle avait des gros problèmes de santé. Elle faisait de la dialyse là, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc elle avait des problèmes de reins, elle faisait du diabète. Et tout ça, ben, ça faisait qu'elle ne pouvait pas exercer son métier comme avant. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'en 1999, quand elle a défendu Adnan, ben, sa santé mentale et physique, ça allait pas du tout. Et à l'époque, personne ne le savait officiellement, on l'a su par après. Et sans savoir les problèmes de santé de Cristina Gutiérrez, ben, il y avait quand même la vie de Adnan qui était placée entre ses mains. Et donc, durant le procès, c'était à l'État, soit les procureurs, de prouver que Adnan l'avait fait. Et selon Cristina, elle avait raison, elle était comme, il n'y a aucune preuve, fait que ça sera pas difficile à défendre. Ok, fair enough, mais à aucun moment, Cristina a fait des tentatives de défendre Adnan, tu sais. Elle n'a pas fait d'efforts pour trouver des preuves pour aider Adnan. Elle n'a pas interviewé les gens qu'elle devait interviewer, des témoins importants. Elle a vraiment mal joué ses cartes dans sa défense. Adnan, cette soirée-là, il était à la mosquée, il faisait ses prières. Elle aurait pu interviewer, genre, toutes les personnes qui étaient là et leur demander de témoigner en cours. Elle l'a pas fait. Puis à chaque fois qu'on lui disait « Ben là, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? » Elle faisait juste répondre « C'est pas à nous de prouver quoi que ce soit. Stop worrying. Arrêtez de vous en faire. » Juste pour vous montrer à quel point Cristina Gutiérrez, elle a mal fait son travail. Tu sais, moi, j'aurais pas fait de mieux, là. Je suis pas avocate. Mais genre, c'est frustrant de savoir que Adnan a été défendu par une femme de même qui avait l'air un peu de s'en foutre. Puis je sais qu'elle était malade, là, mais ce que vous allez voir. Tu sais, par exemple, je vais vous parler d'une étudiante de l'école secondaire de Woodlawn qui s'appelle Asia McLean. Elle aussi, très importante dans l'histoire. Asia, c'était une jeune femme qui sortait avec un ami de Adnan, Justin. Adnan connaissait Asia grâce à son ami Justin, mais il était pas proche du tout. C'était pas des amis, c'était encore là juste des connaissances. Et en plus de ça, Justin et Asia venaient tout juste de rompre. Bon, ça faisait quelques semaines. Et Asia avait un nouveau chum, un nouveau petit ami. Donc, une raison de plus pour que Adnan et elle se parlent pas, tu sais, on s'entend. Durant les 2-3 premières semaines que Adnan était en prison, il a reçu 2 lettres provenant de Asia qui dit se rappeler très bien de l'après-midi où Hay a disparu. Adnan et elle étaient à la bibliothèque ensemble. Asia était avec son petit ami à la bibliothèque de l'école. Et les deux se rappellent très très bien d'avoir vu Adnan entre 14h15 et 15h15 et se sont même parlé. Adnan, quand on lui demandait de se rappeler des détails de cette journée-là, il s'en rappelait pas de ça, mais Asia s'en est vraiment rappelé. Et ça aurait vraiment du sens parce que normalement, Adnan, quand il termine l'école, avant d'aller à sa pratique, ben, il va retourner chez lui, se changer, se reposer un peu. Mais là, comme Jay avait sa voiture, il est resté à l'école. Donc il est allé à la bibliothèque de l'école et il en a profité pour répondre à des emails.
Et là, Adnan, quand il a vu les lettres, il s'en est tout de suite souvenu. Il a dit « Ah, c'est vrai, j'ai vu Asia » parce qu'il a même blagué par la suite avec Justin en lui disant qu'il avait rencontré le nouveau petit ami de Asia. Donc, si Hae a disparu entre 15h et 18h et Adnan est resté à l'école tout ce temps-là, comment il pourrait être coupable? L'histoire de Asia, ça devient un excellent alibi. Adnan a donné les lettres qu'il avait reçues de la part de Asia à Christina. Il a dit « Je vais pas répondre à Asia, ça sert à rien, Christina va la contacter. » Puis il a dit « Contacte-la, tu sais, c'est mon alibi, le voilà mon alibi. » Puis encore là, on peut se demander, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance à la bibliothèque? Est-ce qu'il y a des employés qui ont vu Adnan? Est-ce qu'il y a d'autres compagnons de classe qui ont vu Adnan? C'est super important de contacter les gens qui étaient à la bibliothèque cette journée-là, tu sais, ou essayer du moins. Malheureusement, Christina a dit à Adnan qu'elle avait contacté Asia et que Asia s'était juste trompée de date, fait que malheureusement, c'était pas un bon alibi. Adnan, il comprenait pas trop parce que quand Asia lui avait dit ça, il était pas mal sûr que c'était les bonnes dates. Il voulait parler à Asia lui-même pour essayer de se rafraîchir la mémoire, mais Christina lui a dit de ne pas contacter aucun ami de l'école, que ça pourrait nuire à son procès. Et Adnan faisait quand même confiance à son avocate, il l'aimait bien, elle était respectueuse envers lui, elle avait une bonne réputation, elle était très gentille, donc il faisait confiance un peu aveuglement. Donc c'est avec ces informations, ou plutôt le très peu d'informations, que le procès a commencé le 8 décembre 1999. State versus Adnan Syed. Je sais pas vraiment par où commencer pour vous parler du procès, mais on va parler d'abord de l'enquête que les policiers ont fait, soit les preuves concrètes, les preuves matérielles et les preuves circonstancielles un peu dans l'affaire. Le 9 mars, les policiers ont longuement fouillé la voiture de Hae et il y avait plusieurs items assez intéressants dans la voiture, dont son sac à main qui a été retrouvé dans le coffre et ses chaussures qui ont été retrouvées sur le banc arrière. C'est assez étrange ça, parce que si elle a été tuée sur le côté passager ou conducteur, là, à l'avant, et qu'admettons qu'en bougeant son corps pour le mettre dans le coffre, ou juste bouger son corps, les chaussures de Hae, mettons qui étaient tombées par terre, pourquoi le tueur aurait pris la peine de les remettre dans la voiture? Pourquoi pas les laisser où elles étaient tombées? Parce que de toute façon, il allait placer son corps pas très loin. Il y a deux raisons. Peut-être que Hae a été tué alors qu'elle était sur le siège arrière. Ou, deuxième raison, peut-être que les chaussures sont tombées à un endroit qui pouvait relier l'assassin au lieu du crime. Genre dans le stationnement de commerce où l'assassin travaille, dans son stationnement de maison, des trucs comme ça. Puis aussi, pour le sac à main, quand on y pense, est-ce qu'il y a des femmes dans mes abonnés qui mettent leur sac à main dans leur coffre à voiture? Quand on conduit, soit tu le mets sur le côté, soit tu le mets à l'arrière, mais jamais tu vas mettre ton sac à main dans le coffre de la voiture. C'est vraiment étrange et Hae ne faisait jamais ça. Donc clairement, il a été déplacé à cet endroit-là. Un autre fait important, c'est que la pagette de Hae, là les gens, les jeunes qui me suivent, ils savent pas c'est quoi une pagette. Une pagette, c'est comme un téléphone, mais tu pouvais pas faire d'appel, tu fais juste recevoir un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne, là, t'allais l'appeler sur un téléphone. Bref. Fait que la pagette de Hae n'a jamais été trouvée. Encore là, on peut se demander, est-ce que l'assassin avait contacté Hae cette journée-là avant qu'elle meure? Puis, il était incapable d'effacer son numéro de téléphone sur la pagette de Hae, donc il s'en est juste débarrassé. Puis si on se rappelle que Hae, cette journée-là, elle a dit à Debbie qu'elle avait quelque chose à faire, elle allait rencontrer quelqu'un. Non, elle n'a pas dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un, elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Est-ce qu'elle allait rencontrer quelqu'un? On ne sait pas. Puis si oui, peut-être que ce quelqu'un-là l'avait contacté par téléphone. Puis aussi, ça nous laisse sous-entendre que si le tueur s'est débarrassé de sa pagette, il devait connaître Hae pour l'avoir pagé. Puis ça devait pas être quelqu'un de l'école, parce que s'il l'avait vu à l'école, il aurait dit « Hey, on se voit tantôt », il aurait pas pris la peine de la pager. Encore là, ça reste juste des spéculations, des suppositions, mais c'est intéressant de se faire ces suppositions-là. Les empreintes trouvées dans la voiture de Hae ont été comparées à celles de Jay et Adnan. Il n'y avait aucune empreinte de Jay dans la voiture de Hae, alors que selon lui, il avait embarqué dans la voiture pour accompagner Adnan pour enterrer le corps. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et il y avait 3 fois les empreintes de Adnan. Il y en avait sur un petit bouquet de fleurs séchées. Il y avait son empreinte aussi sur une map dans la voiture. Et il l'avait aussi sur une carte d'assurance dans le coffre à gants. En même temps, c'est très normal que l'empreinte de Adnan soit dans la voiture de Hae, puisque c'est son ex-petite amie
Ils ont sorti ensemble longtemps. Il y avait 16 autres empreintes dans la voiture de Hay. On a fait une vérification pour voir si ça matchait l'empreinte de des gens qui ont déjà été arrêtés, donc qui sont dans le système. C'était négatif. Ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment on a demandé les empreintes de la famille de Hay ou de Dawn. Il y a aussi environ 40 cheveux ou poils qui ont été retrouvés sur le corps de Hay et sur ses vêtements. Ils appartenaient tous à Hay, sauf 2. Ces 2 cheveux ou ces 2 poils n'appartenaient pas à Adnan. Et il y a 3 cheveux ou poils qui ont été retrouvés dans la voiture de Hay qui n'ont jamais été testés. Et là, je dis cheveux ou poils, c'est parce qu'en anglais, ça dit hair, puis ça veut dire pas mal les deux, fait que cheveux ou poils. Ensuite, on voulait vraiment voir si Adnan était allé à Leakin Park, parce que c'est là qu'on a retrouvé le corps. Donc, on a prélevé des échantillons de terre dans la voiture de Adnan et dans la voiture de Hay, mais pas seulement ça, on a cherché aussi des échantillons dans la maison d'Adnan, dans ses vêtements et ses chaussures, et ils ont tous été comparés à des échantillons de la terre de Leakin Park. Selon l'histoire de Jay, ils sont allés à Leakin Park, à la noirceur, ils ont creusé un trou avec des pelles, ils sont venus, il était sale. Nécessairement, il aurait dû avoir de la terre sur les chaussures, sur les vêtements, dans la voiture, dans la maison. Il n'y avait rien. Il n'y a aucun échantillon de terre qui a été retrouvé dans les voitures, dans les vêtements, dans les bottes. Rien. En parlant de trous creusés, quand on a retrouvé Hay, il y avait genre une partie de ses cheveux qui sortait de la terre, sa hanche, son genou et son pied gauche. Et l'endroit qui a été retrouvé, c'était dans une dépression naturelle et superficielle. Donc, c'est un genre de trou naturel, mais c'est pas du tout un trou creusé. Donc là, ça vient vraiment contredire le témoignage de Jay qui dit avoir aidé Adnan à creuser un trou pour y enterrer Hay. Ensuite, une bouteille d'alcool, rappelez-vous, qui a été retrouvée sur les lieux près de la victime, une bouteille de brandy. Sur la bouteille, il y avait des cellules de peau qui ont été retrouvées. Ils n'ont pas été testés. Les ongles de Hay ont été coupés et testés, donc voir si elle avait graffiné, par exemple, son assaillant, si elle avait essayé de se défendre. Peut-être qu'il y aurait eu des cellules de peau en dessous de ses ongles. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y a aucun test ADN qui a été fait non plus. On s'entend qu'en 99, la technologie était vraiment différente de celle d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de test d'ADN qui a été fait. Et aussi, on apprend que la police n'a jamais pris les empreintes digitales de Alonzo Sellers, le gars qui a retrouvé Hay. Pas d'échantillon de cheveux, de sang, rien du tout. C'est vraiment, ils ont focusé 100% de leur enquête sur Adnan. Donc, vous constatez comme moi que les policiers ont rien de concret sur Adnan. Vraiment juste le témoignage de Jay. Pour ce qui est du motif, pourquoi Adnan aurait tué Hay, l'État mettait beaucoup d'emphase sur sa croyance, sa culture, sa religion, sa communauté. C'était même le fondement de leur argument. On supposait même qu'il y aurait eu un crime d'honneur. Ça, un crime d'honneur, c'est par exemple quand une femme est tuée par un membre de sa famille, père, frère, oncle, mari, grand-père, pour avoir déshonoré sa famille. Puis ça, on associait ça à Adnan parce qu'il est musulman, mais saviez-vous qu'il y a beaucoup de crimes d'honneur qui sont également commis en Corée. Et on décrivait vraiment Adnan comme un jeune homme musulman au cœur brisé qui était fâché, voire obsédé par son ex-petite amie. Ensuite, je pense que Christina Gutiérrez, elle voulait bien défendre Adnan. Tu sais, je pense qu'au fond d'elle, elle voulait qu'il gagne, mais elle en avait pas les capacités. Puis quand tu regardes un peu le procès, là, puis c'est vraiment bien écrit dans le livre, ici, quand tu regardes le procès, tu vois que les procureurs ont vraiment joué rough avec elle. Puis en plus de ça, moi je pense que les membres du jury n'aimaient pas Christina Gutiérrez. Elle était quand même sarcastique, elle aimait beaucoup la confrontation, elle était même parfois agressive. Parfois aussi, elle tournait tellement en rond, elle se répétait, ses questions menaient nulle part, tellement que parfois le juge lui disait là, genre, enchaînez, là, tu sais, ça s'en va où vos questions? Donc ça doit être complètement insupportable pour des membres du jury qui sont comme obligés d'être là, puis t'as l'avocate, puis elle a vraiment une voix stridente. Là, j'ai essayé de trouver un extrait de sa voix, parce que dans le podcast Serial, on l'entend, mais elle a tellement une voix insupportable, je suis désolée, que ça doit être encore pire, tu sais. What you told them and your act of showing them that place, those were lies, weren't they? They were not the truth. Juste un exemple, pour se préparer pour le procès, elle avait demandé au médecin légiste
d'avoir une copie du rapport d'autopsie de Hay et le médecin légiste lui avait répondu que le procureur lui avait ordonné de ne pas fournir le rapport d'autopsie à Christina. Et tu sais, Christina, elle avait vraiment bâti toute sa défense autour du témoignage de Jay qui disait qu'après l'école, Adnan avait tué Hay. Fait qu'elle avait vraiment essayé ben c'est ça, elle avait bâti sa défense autour de ça, mais ce qu'elle savait pas, c'est que Jay est arrivé avec un témoignage qui disait que dans la soirée, Adnan et lui avaient enterré le corps de Hay, et là, elle avait pas préparé ça, puis elle avait comme pas vraiment d'argument pour dire que Adnan était occupé cette soirée-là. Elle avait pas demandé à des témoins, elle avait pas préparé de défense pour ça. Fait qu'elle était un peu dans la merde. Le 6e jour, il y a eu un mistrial, donc on a annulé le procès, c'est un peu ça, parce que Christina affirmait ne pas avoir reçu des preuves qui ont été amenées en cours. Donc, elle a dit au juge, j'ai jamais vu ces papiers-là, on peut pas continuer le procès. En gros, c'est un peu ça, là, ça a été un plus gros événement que ça, mais là, il faut qu'on enchaîne, fait qu'on va passer au nouveau procès qui a eu lieu le 27 janvier 2000. Ça a été vraiment intéressant parce qu'un ingénieur de AT&T, la compagnie de téléphone cellulaire, qui est amené à la barre des témoins. Donc, le procureur veut montrer que le témoignage de Jay et la ligne du temps qu'il a dit, ça match avec les appels entrants et sortants du téléphone de Adnan et les pings sur les tours de cellulaire, ok? Sur les tours d'appel, sur les tours de cellulaire. Donc là, je vais lire, encore une fois, il y a des dates là, puis des heures. Donc, selon Jay, Adnan enterrait Hae Min Lee dans Leaking Park à 19h. Et il a reçu 2 appels pendant ce temps-là, ça c'est vrai, on voit qu'il a reçu 2 appels à 19h09 et à 19h16. Les 2 appels ont ping, je sais pas comment le dire autrement, mais ils ont été traqués par la tour de cellulaire qui couvrait le parc Leaking Park. Il y a aussi Nisha qui a témoigné. Nisha, c'est la fréquentation de Adnan. Le 13 janvier, il y avait un appel de 2 minutes 22 secondes sur le téléphone de Adnan à 15h32 et ça allait vers Nisha. Nisha dit que se rappelle cet appel-là, que Jay et Adnan y étaient ensemble. Et quand elle l'a appelé, Adnan il a juste pris son téléphone, il a dit « Tiens, parle à Jay, mon ami Jay ». Donc ça, c'est les procureurs, l'État qui amène ça. Mais quand Christina a comme contre-interrogé Nisha, là, Nisha était comme plus sûre, elle a dit « Je pense que c'est ça qui s'est passé, mais je suis plus sûre que c'était cette date-là. Je suis plus sûre que c'était cette journée-là que j'ai parlé à Jay via le téléphone de Adnan. » Puis ça, on sait ce que les procureurs voulaient faire. Ils voulaient prouver que Adnan et Jay étaient ensemble cette soirée-là. Le coach de Adnan a aussi témoigné. Il disait que, encore une fois, il prenait pas les présences, il était pas sûr si Adnan avait assisté à la pratique, oui ou non. Mais il se rappelle que, vu que c'était le ramadan, il exigeait pas à ces jeunes musulmanes de courir, mais il exigeait qu'ils soient présents à la pratique. Puis ça, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été dans une pratique de sport au secondaire, dans une équipe de cheerleading. Tu pouvais pas manquer une pratique juste comme ça. Ça prenait un billet du médecin, tu peux pas manquer de pratique. Et moi non plus, elle prenait pas les présences, mais quand on n'était pas là, ça prenait une très bonne raison. Ce qui est fâchant ici, c'est que Christina, elle avait tellement une bonne occasion de demander. En fait, le coach lui avait déjà dit que, bien qu'il ne prenait pas les présences, quand il y avait quelqu'un qui manquait, il s'en rendait compte. Il savait tout de suite s'il y avait quelqu'un qui manquait. Donc, ça aurait été un bon argument à dire en cours. Fait qu'elle aurait dû amener le coach à dire ça en cours, mais elle l'a pas fait du tout. Après près de 6 semaines, le procès s'est enfin terminé. Le procès s'est terminé un vendredi, donc les membres du jury avaient le week-end complet pour délibérer, pour obtenir un verdict. Mais là, après seulement quelques heures, les membres de la famille de Adnan ont reçu un appel. Le verdict est tombé, on a une réponse. La famille de Adnan et Adnan étaient super excités, ils étaient vraiment optimistes parce que souvent, quand une décision est prise aussi vite, ben, ça regarde bien parce que tu peux pas condamner quelqu'un à la prison à vie d'une manière aussi rapide. Tu peux pas prendre une décision aussi lourde de conséquences aussi rapidement que ça. Avant de vous dire le verdict, je veux juste qu'on se rappelle qu'à cette époque-là, avant 9/11, l'islamophobie était pas aussi intense qu'après le 11 septembre, mais elle était quand même présente. Et à cette époque, il y avait eu le film très populaire « Jamais sans ma fille », qui dépeignait un mari violent dans une famille musulmane. Puis ça avait vraiment contribué à augmenter les préjugés. Puis je vais vous lire quelques statistiques pour que vous voyez
Un sondage a été fait chez les républicains en 2015 et 72% considéraient qu'un musulman ne devrait pas avoir le droit d'être président. Il y a aussi 40% qui sentaient que l'islam devrait être interdit dans le pays. C'est fou, là. Puis 65% des républicains considéraient carrément que les musulmanes devraient être bannis des États-Unis. Bien entendu, là, on est dans une époque après 9/11. On est 2016. C'est quand même beaucoup de temps après. Les républicains, ils sentent ça. Imaginez-vous, durant la période 9/11, mais même avant, c'était quand même intense. Donc c'est sûr que dans le procès d'Adnan, on a vraiment mis l'emphase sur sa religion, sur sa culture, sur le fait qu'il soit musulman. On a parlé même des crimes d'honneur, alors que ça n'a aucun lien avec le meurtre de Hae Min Lee. Donc c'est sûr que les membres du jury devaient être un peu biaisés. Ça a été confirmé, il y a des membres du jury qui ont été interrogés longtemps après le procès, et ils ont confirmé que, effectivement, l'ethnicité de Adnan a joué beaucoup sur leur décision. Un autre truc, Jay Wilds, il a vraiment été présenté comme un jeune homme qui vient d'une famille humble, tu sais, pas beaucoup d'argent, des parents séparés. C'est un garçon qui vend du cannabis. Il travaille dans un magasin de pornographie. Il n'a pas beaucoup d'argent. Et en plus de ça, tout au long du procès, il est très posé, il est poli, il répond par des « oui, madame ». Et on va se le dire, c'est un bel homme, c'est un beau jeune homme, il était habillé propre. Donc nécessairement, les membres du jury, qui étaient majoritairement noirs, eux aussi, avaient beaucoup d'empathie envers lui, se reconnaissaient dans le jeune Jay Wilds. Il y avait de la pitié un peu même. Fait que ça l'a sûrement joué sur leur décision. Et bien finalement, à la grande surprise et colère de tous, Adnan Syed a été reconnu coupable pour le meurtre de Hae Min Lee et a été condamné à la prison à vie, plus 30 ans. La famille de Adnan était complètement désemparée. Ils se demandaient vraiment ce que Christina avait fait pour défendre Adnan. Et d'ailleurs, avant de sortir du palais de justice, elle a juste lancé à la famille de Adnan, genre, je vais avoir besoin de 50 000 $ pour l'appel de Adnan. Juste comme ça, t'sais. C'est à ce moment-ci que je vais vous parler de Rabia. Là, je vous montre toujours ce livre-là, mais Rabia, là, c'est une femme très, très importante dans toute cette affaire-là. C'est la grande sœur du meilleur ami de Adnan, meilleur ami qui s'appelle Saad, je vous en ai déjà parlé. Rabia, qui est avocate, avait déjà des doutes sur Christina. Elle se demandait si elle faisait un bon travail et elle voulait vraiment aider Adnan du mieux qu'elle pouvait. Elle réalise que tout l'argument des procureurs parlait d'un trou de 21 minutes dans l'alibi de Adnan. 21 minutes où on ne sait pas où est Adnan. Dans le procès, on a su que Hae est morte à exactement 14h36. Donc si on sait que l'école se termine à 14h15, vous faites le calcul, ça laisse 21 minutes. Est-ce que Adnan aurait pu tuer Hae en 21 minutes? C'est pas mal rapide. Adnan, il explique lui-même, je vais vous le lire, je l'ai traduit. La cloche sonne à 14h15, mais tu peux pas juste partir et sauter dans ton auto. Il y a 1500 autres étudiants qui remplissent les corridors d'un édifice à 4 étages. Les étudiants n'ont pas le droit de se garer devant l'école, on devait se stationner derrière l'école, les règles étaient strictes. À 14h15, toutes les autos du stationnement sont encerclées par une allée d'autobus scolaires qui se remplissent. Tu peux pas partir avant que les autobus partent. En plus, ils attendent 10-15 minutes d'être remplis d'étudiants avant de partir. La route vers le Best Buy, l'endroit où l'État avait convenu que c'était le lieu du meurtre, traverse plusieurs intersections et feux de circulation. Il y a beaucoup d'autobus scolaires qui passent par cette route. Il y a plein de trafic à cette heure-là. Même si le Best Buy est à environ 1,5 km, c'est pas du tout un trajet rapide. L'État a présenté que le meurtre a pris place dans le stationnement du Best Buy. Maintenant, gardez en tête que j'avais 17 ans. Je mesurais 5 pieds 11, je pesais 155 livres. Hae avait 18 ans, elle mesurait 5 pieds 8 et pesait 140 livres. C'était une fille grande, forte, athlétique. Comment, en quelques minutes, j'aurais pu l'étrangler manuellement sans avoir d'égratignure ou bleu sur moi? Ensuite, j'aurais sorti son corps de l'auto pour ensuite l'amener et le placer dans le coffre en plein jour à 14h30 pour ensuite aller dans l'entrée du Best Buy et appeler Jay pour lui dire de venir me rejoindre. J'ai demandé à plusieurs reprises à Christina d'essayer de prouver que j'aurais jamais pu faire ça en 21 minutes, mais elle a refusé d'essayer. Ça m'a toujours dérangée parce que je suis sûre que si quelqu'un essayait de refaire ce trajet, ce serait impossible. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'il dit ici, là. C'est que
Du moment que la cloche sonne pour se rendre dans le stationnement du Best Buy et tuer Hay en 21 minutes, c'est impossible. Tu sais, faut que tu sortes de ta classe, il y a plein de monde, faut que tu rentres à ta voiture, faut que tu attendes que tous les autobus se remplissent d'élèves et qu'ils partent pour ensuite partir. Ensuite, on parle d'un trajet de 1,5 km, mais il y a des lumières d'intersection, il y a des arrêts-stop. Et là, rendu au Best Buy, il aurait fallu qu'en 2 minutes, il étrangle Hay. C'est pas si facile à faire, tuer quelqu'un, qu'elle sorte de son auto pour ensuite la mettre dans le coffre. C'est un peu tiré par les cheveux. On va revenir à ça plus tard. Finalement, Rabia a décidé de contacter Aja McClain. Je sais pas si vous vous rappelez, Aja McClain, c'est la fille qui se rappelle avoir vu Adnan à la bibliothèque la journée du 13 janvier. Aja était sûre à 100% qu'elle avait vu Adnan parce que plus elle y pensait, plus elle était comme « Oui, c'est sûr, parce qu'après... son petit ami était jaloux parce qu'il l'avait vu en train de parler avec Adnan, ce qui est un peu weird en tout cas. Il était jaloux. Puis elle se rappelle aussi que le lendemain, il n'y avait pas eu de classe parce qu'il y avait eu une grosse tempête de neige. Quand Rabia a demandé à Aja « Ok, mais là, t'as-tu tout raconté ça à Cristina Gutiérrez, l'avocate? » Aja a dit « C'est qui Cristina Gutiérrez? » Fait qu'à aucun moment, Aja avait été contactée ni par l'avocate d'Adnan, ni par Adnan, ni par les procureurs, ni par les policiers. Personne. Donc, c'est complètement ridicule. Puis là, ça prouve que Cristina Gutiérrez, elle a menti parce qu'elle avait dit « Ah oui, j'ai vérifié avec Aja et elle faisait dire que c'était pas les bonnes dates. » Pourquoi elle aurait menti et pourquoi elle n'aurait pas interrogé un témoin si important? Après ça, Cristina Gutiérrez a été renvoyée. Avec raison. Et d'ailleurs, en juin 2001, pas trop longtemps après, elle a décidé de se retirer, d'arrêter de pratiquer son métier après plusieurs plaintes de clients. Et malheureusement, pas longtemps après, elle est décédée suite à sa maladie. Donc Rabia, qui était maintenant accompagnée de Justin, le nouvel avocat de Adnan, ont découvert que non seulement Cristina n'avait pas contacté un témoin clé dans l'affaire, Aja McClain, mais aussi Adnan avait demandé de faire un plaidoyer de culpabilité, donc d'avouer qu'il est coupable, même s'il ne l'est pas, pour avoir une sentence réduite. Et Cristina n'a jamais voulu faire la demande malgré les demandes de son client. Puis ça, c'est illégal, je pense. Mais ça se fait pas, en tout cas. En 2012, Rabia, qui était un peu écœurée que l'affaire avance pas, ils ont fait des demandes, ça fonctionnait pas, elle a décidé de contacter des journalistes pour qu'ils écrivent sur l'affaire d'Adnan, qui est quand même choquante. T'sais. Un jeune de 17 ans est envoyé en prison à vie et il est pas mal innocent, il clame être innocent. T'sais. Rabia n'en avait même pas parlé à Adnan parce qu'il était sûr qu'elle allait dire non, mais elle a décidé quand même de le faire un peu dans son dos. C'est là qu'elle est tombée sur la journaliste Sarah Koenig qui avait couvert le procès de Adnan en 1999 dans le Baltimore Sun. Elle lui a donc écrit pour lui parler d'Adnan, un jeune homme de 17 ans, accusé de meurtre et condamné à la prison à vie malgré son innocence. Sarah Koenig a décidé de se plonger dans l'affaire. C'était supposé être un simple article à la base, mais finalement ça s'est transformé en une série de podcasts de 12 épisodes de 45 minutes qui est devenue Serial. I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. If you're wondering why I went so nuts on this story versus some other murder case, the best I can explain is this is the one that came to me. Young lovers from different worlds. The only thing they got right from the area of the body was the liquor bottle and the rope. Jealousy, suspicion, and honor besmirched. Even if I didn't call the cops, I definitely wouldn't grab a shovel and help him dig the grave. Could someone who looks like that really strangle his girlfriend? Bullets and shell casings and stuff from 2 different guns. And a final act of murderous revenge. You're going crazy trying to find out if he's innocent, but you're not going to find because he's guilty. In order to make him completely innocent of this, you just have to think, God, that is like you had so many terrible coincidences. I just hope that Adnan isn't some sick bastard just trying to manipulate his way out of jail. I mean, I don't think you'll ever have 100% or you know what I'm saying, any type of certainty about it. The only person in the whole world who can have that is me. Honnêtement, pour les fans de podcasts de True Crime, il faut vraiment savoir que Serial, ça a été le premier podcast de True Crime, le podcast qui est une enquête sur un fait criminel. Ça a vraiment inspiré tous les autres podcasts qui ont suivi, la formule qu'on utilise, des fois la musique. Serial, ça a été là,
le greatest of all time, le GOAT of podcasts, le GOAT des podcasts de true crime. Là. Je vous le recommande beaucoup. C'est sûr, il faut parler anglais, puis même, il faut bien le parler parce que des fois, le monde, ils ont des accents, des fois, c'est des enregistrements, fait qu'on n'entend pas si bien. Mais c'est vraiment bon. Donc, dans Serial, la journaliste enquête sur le meurtre de Hae Min Lee, mais aussi sur la condamnation de Adnan Syed. C'est vraiment bon, là. Tu sais, dans le podcast, des fois, on entend les réflexions de la journaliste et elle est tout le temps en contact avec Adnan Syed, qui est en prison, fait que ça se fait par appel. Fait qu'on entend beaucoup Adnan Syed, comment qu'il pense, puis... je sais pas, c'est vraiment bon. À un moment, même, ils se disputent, Adnan puis Sarah, parce que elle a dit, tu sais, t'es un ami, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je me rappelle pas trop, là. Puis lui, il dit, mais on n'est pas des amis. Puis là, Sarah, elle dit dans le podcast, mon Dieu, on se parle plusieurs fois par semaine, puis je pensais que c'était un ami, tu sais. Bref, hautement recommandé. Ceci dit, dans le podcast, j'aime bien la vision de Sarah, qui a comme une bonne rigueur journalistique, puis elle va pas dire à 100% que Adnan est innocent. En fait, elle se pose la question. Soit Adnan est innocent, condamné injustement, ou soit c'est un psychopathe capable de tuer de sang-froid. Et bon, selon les preuves qui nous sont montrées dans le podcast, l'auditeur peut se faire sa propre opinion, puis c'est ça que j'aime dans ce podcast-là. En 2018, plusieurs épisodes de la saison 1 avaient déjà atteint plus de 340 millions de downloads. J'imagine pas aujourd'hui, en plus avec les nouveaux développements, là. Bref, ça a vraiment beaucoup de succès, là, je vais arrêter d'en parler. Dans le podcast, Sarah Koenig, la journaliste, a tenté de recréer le trajet de Adnan qui sort de l'école et qui se rend au Best Buy, l'endroit où, selon le témoignage de Jay, selon l'État, il aurait tué Hae. Et en écoutant le podcast, ce qu'on se rend compte, c'est que la journaliste, elle a été capable de prouver que oui, c'est possible de tout faire ça en 21 minutes, mais c'est assez tiré par les cheveux. C'est beaucoup tiré par les cheveux. I don't know. I mean, it seems like, yeah, it could be done, but it seems far-fetched. Grâce au podcast, le hashtag FreeAdnan est né et à plusieurs reprises, le hashtag était trending sur Twitter. Il y a le Rolling Stones, le New Yorker, le Guardian, le Washington Post, BBC, le New York Times, le Wall Street Journal, le People, le Times, le Good Morning America. Ils ont tous parlé de la popularité du podcast et de l'affaire de Adnan Syed. On parlait surtout de la popularité du podcast, mais ça nous amenait nécessairement à parler de Adnan, ce qui est extraordinaire. Il y a même un gros subreddit dédié à l'affaire de Serial, puis on parle juste de Adnan dans le subreddit, puis les gens sont complètement crackpots, là, tu sais, ils vont dans les moindres détails. D'ailleurs, je vous recommande le subreddit si vous devenez passionné par cette affaire. Puis ce qui est cool, c'est que là, les gens du public, ils supportaient vraiment Adnan, puis ils supportaient Adnan malgré sa religion, malgré la manière dont on l'a dépeint, et ils étaient complètement dégoûtés de la façon dont les procureurs ont traité Adnan. Adnan a commencé à recevoir plein de lettres en prison, des lettres de support, aussi de l'argent, des CD, des livres, même qu'il y a des femmes qui lui envoyaient des nudes, des photos nues, des demandes en mariage. Même qu'Adnan, à un moment, il a dit « J'ai plus le temps de répondre aux gens, j'en ai trop ». Il a commencé à répondre juste aux lettres provenant de des enfants, mais c'est fou quand même, là. Le podcast, je pense, en 2012, si je me trompe pas. En 2015, Jay Wiles a donné une entrevue pour le journal The Intercept, où maintenant, il offre une toute nouvelle version de l'affaire. Chaque détail qu'il dit dans la nouvelle version a complètement changé, là. Ça n'a rien à voir avec les versions précédentes. Maintenant, il disait qu'il était plus sûr si Hae avait été tué dans le parking d'un Best Buy. Puis même tout le reste, là, ça n'a aucun sens, il se contredit à 100%. Mais maintenant qu'on a pu le témoignage de Jay, qu'est-ce qu'on a comme preuve contre Adnan, là? On n'a plus rien. Heureusement, grâce à la visibilité de Serial, Rabia s'est parti son propre podcast nommé Undisclosed, où là, ils vont vraiment en profondeur dans le dossier. Tu sais, parce que dans Serial, il y a quand même quelques erreurs là, qui ont été faites dans le podcast. Tu sais, c'est une journaliste, elle connaît pas l'affaire comme Rabia, qui, elle a toutes les boîtes de preuves. C'est une avocate aussi, elle voit ça d'un côté plus le procès et tout. C'est vraiment bon, Undisclosed. Et puis, elle s'est aussi trouvé des acolytes. En fait, ça, c'est capoté. Rabia s'était partie un blog après le podcast Serial. Puis elle a réalisé qu'il y avait des gens vraiment obsédés par cette histoire-là. Il y a un médecin légiste, me semble, il y a un prof à l'université, puis une avocate. Toutes les preuves, ils ont décortiqué là, comme jamais
il avait été décortiqué avant, puis se sont joints à Rabia pour son podcast. Et vraiment, là, ces nouveaux acolytes offraient un nouveau regard complètement différent sur l'affaire. C'est malade. Puis là, il y a de nouvelles preuves qui sont apparues. Donc, grâce aux 2 podcasts, il y a beaucoup de preuves et de nouveaux témoins qui ont été interrogés ou réinterrogés, pas par la police, mais carrément par les gens qui sont obsédés par le podcast ou par l'affaire de Adnan Syed, je veux dire. Donc, on va explorer les nouvelles preuves ensemble, ou les vieilles preuves, mais on va vraiment les décortiquer un par un. On va commencer par le corps de Hae. Il y a beaucoup de détails très techniques, puis je pense que ça fait quand même longtemps que je parle, puis je suis très maganée, mais je vais quand même vous donner des exemples. Donc, on va parler de l'état du corps de Hae quand il a été retrouvé. Donc là, je sais que c'est vraiment des détails super techniques, mais vous allez voir, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous parler du liver mortis. C'est le procédé quand quelqu'un meurt, le sang de la personne va s'accumuler à un endroit précis du corps, à des portions précises du corps, puis ça va être normalement comme vers le sol à cause de la gravité. Donc, admettons que je meurs face contre le sol, ben mon sang va s'accumuler vers le sol, donc dans des endroits, de mon visage, mettons mon front, mon nez, puis ça va un peu figer là. La couleur va changer aussi, ça va devenir comme bleu ou mauve, puis c'est ça qu'on appelle la lividité. Puis si un corps est bougé après la mort, c'est grâce à la lividité que les médecins légistes vont savoir comment le corps a été bougé. Par exemple, si quelqu'un meurt sur le dos, puis ensuite il est bougé du côté gauche, on va pouvoir le déterminer parce que la décoloration va se faire au niveau du dos de la victime, bon, tout son dos, peut-être ses fesses, peut-être ses jambes, et un peu sur le côté également, et le sang va stagner à une place après environ 8 à 10 heures. Là, je suis vraiment pas médecin, il y en a qui seraient sûrement meilleurs que moi pour l'expliquer, mais je l'explique du mieux que je peux, là. Donc, selon l'autopsie de Hae, il y avait de la lividité au niveau de son visage jusqu'à sa poitrine et le devant de ses jambes. Mais son corps a été retrouvé couché sur le côté droit. Donc, la lividité aurait dû avoir lieu ici, pas ici. Ce que ça nous dit que Hae, elle aurait été couchée de tout son long, face contre le sol, pendant au moins 8 heures avant d'être déplacée au Leaking Park. Et selon la version officielle des faits, la version de Jay, si Hae a été enterrée à 19 heures sur son côté droit, ben la lividité aurait eu lieu sur son côté droit et non sur le devant. Donc ce que ça nous indique, c'est que Hae aurait été tuée ailleurs, elle aurait été couchée face contre le sol pendant au moins 8 heures, puis ensuite elle aurait été déplacée à Leaking Park pour être enterrée. Ou bien, une autre option, c'est qu'elle aurait été laissée à Leaking Park durant 8 heures face contre le sol et le tueur serait revenu pour la coucher sur le côté droit et l'enterrer ou la cacher de débris. Donc c'est possible, mais il y a aussi une autre affaire qui est le rigor mortis, donc le rigor mortis, qui signifie quand le corps devient raide, la raideur du corps après sa mort. Ça commence de 2 à 6 heures après la mort et ça dure environ 1 à 2 journées après la mort, et ensuite, les muscles vont se relâcher. Donc, quand Hae a été enterrée, on sait qu'elle était en état de rigor mortis, parce que quand on l'a retrouvée, sa main droite sortait de la terre, qui c'est un peu glauque, sa main droite sortait de la terre, et le tueur avait mis comme une grosse pierre sur sa main, comme pour l'affaisser, comme pour la cacher. Donc, c'est très possible que quand elle était enterrée, elle était encore raide. Donc, le tueur ne pouvait pas bouger ses membres. Fait que c'est pourquoi il a essayé de les cacher, puis sa main, c'est pour ça qu'elle est encore de même quand on l'a retrouvée. Donc la question est, après le moment que Hae a été tuée, elle était où pendant 8 à 10 heures? Elle a été couchée face contre le sol durant 8 à 10 heures sans se faire voir. Ok, donc maintenant on va revenir au petit ami de Hae, Don, parce qu'on n'en a vraiment pas parlé. Et pourquoi immédiatement Adnan est considéré comme un suspect alors que c'est l'ex-petit ami, mais le petit ami actuel, lui, il n'est pas du tout considéré comme un suspect. Donc, bien sûr, quand Hae a disparu, on se rappelle que Don a été la première personne que les policiers ont appelée, mais il n'a pas répondu. Il a répondu juste à 1h30 du matin. En fait, il a retourné l'appel à 1h30 du matin. Sarah Conning, la journaliste, a appelé Don et voici ce qu'il a dit. Là, je vous cite Sarah Conning qui parle de lui. Il a dit que quand les policiers ont appelé, ils savaient automatiquement qu'il deviendrait un suspect. Je me suis dit, bon, ok, ils vont essayer de me blâmer parce qu'elle était avec moi la soirée antérieure. Je suis le nouveau petit ami, donc bien sûr que je vais être le premier suspect, Adnan et moi. Et immédiatement, il s'est assuré de savoir où elle était. Quand quelqu'un t'appelle et te dit « As-tu vu cette personne? Elle a disparu »,
automatiquement, tu essaies de te rappeler de tout ce que tu as fait. Ce qui est une réaction assez étrange, je trouve. Puis comme Rabia le dit dans son livre, à aucun moment, si mon mari, futur mari, mais mon mari disparaissait, je me ferais genre mon parcours dans ma tête. Ok, j'étais à cet endroit-là, mon alibi c'est ça, ok, je peux le prouver de même. À aucun moment je penserais à ça, je me dirais juste genre, je l'appellerais, je chercherais, je donnerais toutes les informations possibles aux policiers pour le trouver, mais à aucun moment j'essaierais de me fabriquer un alibi, là, ça n'a pas rapport. Aussi, c'est encore plus bizarre quand on sait que pendant que Ray était porté disparu cette soirée-là, à aucun moment Dawn a essayé de l'appeler. Puis je sais qu'elle était portée disparue, donc c'est plutôt improbable qu'elle réponde, mais en même temps, peut-être qu'elle n'est pas portée disparue, puis peut-être que elle va pas bien, puis elle ignore les appels de tout le monde, mais si son chum, son copain l'appelle, elle va répondre. Fait que t'essayes, au moins t'essayes de l'appeler, puis même pas essayer de la rejoindre. Mais bon, comme Dawn était au travail cette journée-là, et on a pu le prouver, son alibi est béton. Mais là, ce que les acolytes, les nouveaux acolytes de Rabia vont prouver, c'est que son alibi est pas si tight que ça. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment technique, suivez bien. Donc, Dawn et Hay, ils travaillaient pour le même magasin, c'est comme ça qu'ils se sont connus, pour le magasin Lens Crafters, qui est un magasin de lunettes. Je pense qu'il y en a ici au Canada aussi. Là. Et quand les enquêteurs ont appelé la boutique où Dawn travaillait, on a vérifié le 13 janvier et il n'y avait aucune indication sur ses feuilles de temps que Dawn avait travaillé cette journée-là. 2 jours plus tard, le procureur a rappelé le magasin et là, comme par magie, paf, comme ça, il y a une feuille de temps qui avait été découverte où on pouvait voir que Dawn avait bel et bien travaillé cette journée-là. Donc, Dawn avait maintenant un alibi. Mais là, en réétudiant les dossiers bien comme il faut, on a découvert qu'il y avait des trucs assez louches. Par exemple, alors que Dawn travaillait normalement au magasin à Owings Mills, son numéro d'employé aussi, c'était le 0162. Mais la journée de la disparition de Ray, il remplaçait dans une autre succursale à Hunt Valley. Et la feuille de temps montrait que durant son remplacement, il y avait un autre numéro d'employé, le 0097. OK? Là, soyez vraiment attentifs. Donc, premièrement, on a découvert que la gérante de la succursale de Owings Mills était nulle autre que la mère de Dawn. Déjà, cette information est vraiment nouvelle, on le savait pas avant, ou peut-être que les procureurs ont omis de le dire, parce que normalement, un membre de ta famille peut pas vraiment te fournir un alibi, là, je pense, mais en tout cas. Puis son numéro à elle, c'est 0110. Donc, on va penser, c'est 110 son numéro à elle, puis Dawn, c'est 97, OK? Son nouveau numéro. Bon, déjà que c'est assez étrange que Dawn ne garde pas le même numéro s'il a fait un remplacement dans une autre succursale. C'est étrange qu'on lui assigne un nouveau numéro. Mais aussi, ce qui est étrange, c'est que les numéros d'employés sont assignés selon l'ancienneté. Donc, pourquoi Dawn, qui vient d'arriver dans une succursale où travaille sa mère, aurait le numéro 97 alors que sa mère a le numéro 110 et sa mère est gérante du magasin et elle y travaille depuis plusieurs années. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment technique, mais je vais continuer. Donc, on a dit qu'il remplaçait dans une autre succursale de 9 à 18 heures. En fait, il remplaçait supposément un technicien de laboratoire, mais l'affaire, c'est que le corps de travail 9 à 18 heures, ça n'existe pas pour les techniciens de laboratoire. C'est pas un chiffre qui existe, ça n'existe pas, c'est pas un corps de travail qui existe. Donc, c'est qui que Dawn remplaçait exactement? Ensuite, il y a un gars des ressources humaines de Lens Crafters qui a été contacté il y a pas longtemps et il affirme que depuis 1999, le système a jamais changé. Et un employé ne change jamais de numéro d'employé quand il va remplacer dans une autre succursale. Même s'il change de magasin, genre pour toujours, même s'il change d'état, il va toujours garder son numéro d'employé et ils font jamais d'exception. Et quand on a posé la question à l'employé des ressources humaines, pourquoi Dawn avait 2 numéros d'employés, le gars des ressources humaines a répondu sans hésitation, c'est sûr qu'il y en a un des 2 qui a été falsifié. Et sachant que sa mère était la General Manager, ben, elle aurait très bien pu faire les changements. Bon, tout ça, ça signifie vraiment pas que Dawn est coupable, c'est pas là où je veux en venir, mais peut-être que, sachant que Dawn avait pas vraiment d'alibi cette soirée-là, sa mère lui en a fabriqué un pour protéger son fils. C'est très possible, tu sais, ça fait pas de lui un coupable, puis je pense vraiment pas que ça soit lui qui l'ait tué, mais sachant que Debbie, elle avait parlé à Hay après l'école, et Hay lui avait dit qu'elle s'en allait rejoindre Dawn
au centre commercial, ben c'est normal qu'on se pose des questions, tu sais. Il y a les acolytes de Rabia, tu sais, je vais les appeler de même, mais c'est pas ça leur nom, mais en tout cas, les acolytes de Rabia qui ont contacté Don sur Facebook, c'était lui, là, c'était vraiment lui. Ils l'ont contacté. Il a dit qu'il y avait erreur sur la personne, que c'était pas le Don qui cherchait, alors que c'était clairement lui. Et ensuite, ils sont allés chez sa mère pour essayer de lui parler. Elle a dit, si vous vous approchez de moi une autre fois, je vais porter plainte à la police. Elle était très, très rude, très impolie. Et pas longtemps après, Don a supprimé sa page Facebook. Bien sûr, dans toute bonne histoire de true crime, il y a toujours la théorie du cover-up. Et dans cette histoire, c'est difficile de passer à côté et de pas se poser des questions sur les policiers qui ont fait l'enquête. Donc, premièrement, quand tu écoutes les interrogatoires de Jay, apparemment qu'il sonne comme un acteur qui a oublié ses lignes. Et à des moments, dans les interrogatoires, Jay avait des blancs. T'sais, il oubliait ce qu'il devait dire. Et c'est comme si quelqu'un lui donnait l'information puis lui, il se rappelait soudainement. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé les interrogatoires de Jay. J'en ai trouvé un qui est accessible au public. Mais je pense que Rabia, elle avait accès à ces documents-là. Elle avait accès à toute la boîte de preuves là, pour l'affaire de Adnan. Mais je pense que le public n'a pas accès. Fait qu'on peut pas vraiment entendre ce qu'ils disent là, par rapport à ça. What time did you drop him off back at school? About lunchtime. Does he have a conversation with you about what he's going to do that day, or? He tells me he's gonna kill Hay. I started off, we were talking about girls. Like, I can't believe what Hay did to me. It broke my heart like that. What did he mean by that? He said that they've been together for a while, and she just all of a sudden, like, I don't want to be with you, I hate you. They couldn't believe that someone could be that heartless or something like that. Try and recall his exact words if you can. I'm gonna do it. I'm gonna kill it. You were talking about Hay Lee. Yes. So when he indicates that he's going to kill her. It was Hay Lee that we're talking about, yes. Okay. Selon Rabia et ses acolytes qui ont écouté les interrogatoires là, de long en large, à des moments, Jay semble oublier ce qu'il doit dire. Puis là, on entend juste un. Et là, soudainement, comme par magie, Jay se rappelait ce qu'il devait dire. Genre, par exemple, il était comme « Ah, il était... Quelle heure? Il était... Ah, il était 14h. » Parce qu'on pense que l'enquêteur lui montrait l'information sur une feuille, l'information qu'il devait dire, puis il tapait avec son crayon. You're waiting around, he finally calls about 3:40. Right. Then what do? I go and pick him up. I went to pick him up from off of Emerson Avenue. Then what happened? I followed him out into... You get out of your car when you get on Evanston Avenue and have any conversations with him? Mm-hmm. Yeah. Tell me about that. We got out. Oh, and he's walking around with gray gloves on. Wolf gloves, or? Yeah, they're like wool with leather palms. The police knew that they found a red fiber on her body. And Jay said, oh yeah, Adnan has these red wool gloves with like leather palms. And then he goes, I did it. You don't fucking believe me? I did it. Pops the trunk open and he's like, he's all bent up and can believe the trunk. In the photograph, you can see Hay's body is not laid out very cleanly or neatly. Her arms are not in a natural position. And I think that is imagery that Jay used to pad his narrative. But the problem is the lividity wouldn't work. C'est vraiment bizarre, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Jay, il y a un blanc, on entend tap, 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 et là, Jay se rappelle ce qu'il doit dire. L'affaire, c'est qu'il y a le même truc qui se produit avec une certaine Debbie Warren, qui est une amie de Adnan et de Hay. Durant les interviews, elle dit à la police qu'elle est sûre d'avoir vu Adnan au bureau du conseiller le 13 janvier à 14h45, ce qui est vraiment intéressant parce que ça placerait Adnan 14h45 à l'école encore, comme il le prétend, comme il le dit. Donc Adnan, 14h45, au bureau du conseiller en train de récupérer ses papiers. C'est ça qu'elle dit à la police. Là, l'enquêteur, il insiste, il dit « Est-ce que t'es sûr? » Il dit « Oui, je suis sûr. T'es sûr là, que tu l'as vu? »« Oui, je suis vraiment sûr. » Et là, l'enquêteur, il dit « Ah, on n'a plus de place sur la cassette de l'enregistrement. On va devoir la tourner de bord. »
Et là, l'interview arrête à 11h25 et reprend à 11h36. On parle d'une période de temps de 10 minutes qui n'a pas été enregistrée. Et là, soudainement, à l'envers de la cassette, quand on reprend l'interview, Debbie n'est plus sûre maintenant d'avoir vu Adnan au bureau du conseiller. Un autre truc bizarre aussi, c'est la voiture de Hay qui a été retrouvée. Elle a été trouvée dans un endroit de la ville qui a beaucoup de surveillance policière parce que c'est très criminalisé cet endroit-là. La voiture de Hay a été retrouvée dans un stationnement public entourée d'autres voitures à côté d'elle. Ce qui est bizarre, c'est que l'auto a été stationnée durant un mois complet, de janvier à février, où il y a eu une grosse tempête de neige, plusieurs tempêtes de neige, il a fait froid, il y a eu de la neige, et l'auto était super propre, super clean. Il y avait même du gazon encore sur les roues. C'est comme si l'auto venait tout juste d'être stationnée à cet endroit-là. Aussi, si on regarde toutes les autres voitures autour qui étaient stationnées là, il y avait comme une barrure sur le volant pour pas qu'elle se fasse voler, alors que l'auto de Hay était stationnée là, les portes déverrouillées, il y avait son sac à main dans son coffre, il n'y a rien qui a été volé, ça n'a comme aucun sens. Et étrangement, pendant 6 semaines, ni les voisins, ni les policiers, personne n'a repéré cette voiture-là qui était clairement abandonnée. Mais pour revenir à une question que je me pose et que vous devez vous poser depuis le début, comment Jay savait où était la voiture de Hay? Mais peut-être que les policiers savaient où était son auto, peut-être même que c'est eux qui l'ont amené là, et peut-être qu'ils ont donné l'information à Jay. Ce qui serait complètement fou, ça serait une grosse histoire de cover-up, mais il faut quand même donner cette théorie-là, qui est pas totalement insensée. Rendu là, c'est legit de se demander si c'est pas Adnan qui le fait, c'est qui? Bon, il y a quand même la possibilité que ça soit Don, surtout avec les informations que je vous ai dit, mais on va regarder les autres possibilités. S'il y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait être un suspect intéressant. Est-ce que ça se pourrait que ça soit Jay? Tu sais, c'est sûr que c'est comme inévitable qu'on se pose la question, surtout en voyant à quel point il est impliqué dans l'affaire, mais aussi, il savait où était la voiture, tu sais. On se répète, là, mais il savait où était l'auto. Mais en fait, pourquoi il aurait tué Hay? Puis là, on est vraiment dans les spéculations, mais si on y pense bien, il y avait beaucoup plus un motif pour tuer Hay que Adnan. En fait, l'affaire, c'est que Jay, il trompait sa copine Stephanie. Il voyait plusieurs autres filles pendant que Stephanie était à l'école ou au basket, et Adnan le savait. Il couchait avec une fille régulière, à part Stephanie, mais il couchait aussi avec plusieurs autres filles qui appelaient les Ghetto White Girls. Et Adnan le savait, et il appréciait pas que Jay fasse ça à sa meilleure amie. En même temps, il se disait, moi je peux pas lui dire à Stephanie, ça va beaucoup trop lui faire de la peine. Et de toute façon, elle prévoit le laisser dans quelques mois. Donc, je suis mieux de rien dire, puis de toute façon, le couple va se détruire. T'sais. L'affaire, c'est que Adnan avait dit cette information-là à Hay, qui était vraiment fâchée de savoir ça, que Jay trompe Stephanie. Puis elle avait dit à Adnan, je suis plus capable de dire Adnan, j'ai trop les bouchées, je suis désolée. Elle avait dit à Adnan qu'elle allait confronter Jay, mais Adnan l'a supplié de pas le faire, puis lui a dit, tu sais, ça va juste faire de la peine à Stephanie, fais pas ça. Et elle avait accepté de pas le dire à Stephanie, mais elle était comme vraiment fâchée, puis ça allait vraiment contre ses valeurs de pas le dire. Mais what if, la journée du 13 janvier, elle a essayé d'appeler Adnan sur son téléphone cellulaire, mais c'est Jay qui avait son téléphone cellulaire parce qu'il y avait la voiture d'Adnan. Il a répondu, puis elle aurait peut-être confronté Jay à ce moment-là. Peut-être que Jay aurait accepté de voir Hay pour régler les trucs, puis ça se serait mal passé. Ou peut-être aussi que Hay est allée acheter du weed, du cannabis à Jay. Elle l'aurait confronté par rapport à ça, par rapport à l'adultère de Jay, et il se serait fâché et il aurait tué Hay. Puis en regardant aussi la manière dont Hay elle a été tuée, ça pourrait aussi être un accident. Pas un accident, là, mais au départ un accident. Donc, elle est frappée trop fort à la tête, puis là, la personne en panique décide de finir ce qui a commencé et d'étrangler Hay. C'est pas un accident, là, j'ai mal choisi mes mots, plus quelque chose d'impulsif. Puis ça serait pas si illogique parce que pourquoi Jay se serait impliqué dans cette affaire-là sans vraiment l'aide, tu sais? Et si c'était quelqu'un que Hay ne connaissait pas qui l'avait fait? Si c'était un inconnu? Si tu y penses, c'est pas vraiment probable. C'est pas une théorie qui est privilégiée par les gens qui connaissent cette affaire-là. Tu sais, elle a été retrouvée avec ses bijoux sur elle, son sac à main dans sa voiture. Donc clairement, c'était pas un cambriolage, si on exclut ça tout de suite. Et aussi, il n'y avait aucun signe de débat
et aucune trace d'agression sexuelle. Donc, elle a sûrement pas été violée non plus. Ça, on peut pas totalement l'exclure parce que même s'il n'y a pas de sperme, peut-être qu'elle a été violée. Tu sais, peut-être que le tueur, je sais pas. Mais je pense que on s'est exclu quand même. Et quand on parle de meurtre provenant de des tueurs de tierces parties, donc des tueurs inconnus, ben c'est souvent ces deux causes-là. C'est soit le viol ou le cambriolage, et là, c'est aucun des deux. Aussi, quand c'est un tueur random, il va pas vraiment déplacer le corps, il va pas mal le laisser là, à l'endroit où il l'a tué. Et s'il le déplace, ce qui est un énorme risque, il va le déplacer parce qu'il l'a tué à un endroit qui pourrait le relier à la victime, ou à la scène de crime, plutôt. Donc, là, elle a été enterrée. Clairement, la personne voulait cacher ce qu'elle avait fait, mais c'est pas un tueur random, ça ressemble pas à ça, du moins. Et aussi, tout porte à croire que c'était pas un meurtre prémédité, c'était clairement le travail d'un amateur, quelqu'un de très jeune, qui a tué Hae. Encore une fois, pas par accident, mais c'était pas ça qu'il voulait faire au départ. Il l'a tué, puis il a paniqué, puis il l'a enterré en vitesse. Tu sais, elle a juste été amenée à Linkin Park. On l'a cachée avec de la terre, mais elle a pas été enterrée. Ça a pas été bien fait. La personne l'a amenée là et a pris ses clics et ses claques et est partie en vitesse. Donc, on en vient à la même conclusion. La personne qui l'a tué, c'est sûrement quelqu'un qu'elle connaissait, sûrement quelqu'un qui allait à la même école qu'elle. Mais c'est qui? Est-ce que c'est Adnan? Serial shocker. After spending 17 years in prison, Adnan Syed, whose case became famous with that popular podcast, he's getting a new trial. ABC's Lindsay Davis here with the latest. Good morning, Lindsay. Good morning, George. Social media is abuzz with Serial fans sounding off about the subject of the first season of the Serial podcast getting a new trial. Some are celebrating, some say he's still guilty, but just about everyone seems to agree that the podcast deserves a lot of the credit for the retrial. En 2015, on fournit des preuves que Adnan n'a pas eu un procès juste et équitable avec son avocate qui lui a fait défaut. Fait que la cour accepte que Adnan aille en appel. Et c'est en 2016, durant l'appel, qu'on réalise que sur 83 témoins qui auraient été intéressants d'entendre durant le premier procès, comme par exemple les jeunes de l'équipe d'athlétisme, Cristina Gutiérrez en avait seulement contacté 4. C'est horrible. Ensuite, on réalise que dans la bibliothèque, il y avait des caméras de surveillance et si elle avait vraiment vérifié avec Aja McClain lui aurait dit qu'il y avait des caméras de surveillance et on aurait pu vérifier si on voyait Adnan ces caméras de surveillance, ce qui aurait pu lui éviter des années... En tout cas, ça me fait capoter, là. Si on l'avait vu, ces caméras de surveillance, ben, il n'y avait plus vraiment de questions à se poser, là. C'est honnêtement aberrant, toute cette histoire-là, mais grâce à ces arguments, on a pu... accorder un nouveau procès à Adnan. Finalement, en 2022, grâce aux avancées technologiques, les procureurs acceptent de faire de nouveaux tests ADN sur les preuves qui avaient été collectées. On a testé la jupe de Hae, ses bas de nylon, ses chaussures, son manteau. Il y avait de l'ADN de plusieurs personnes sur ses chaussures, pas sur ses vêtements. Mais le plus important là-dedans, c'est que l'ADN de Adnan n'y était pas. Donc, c'est après avoir passé 23 ans en prison que Adnan Syed, maintenant âgé de 40 ans, a été libéré. C'est fou, mais c'est tellement triste en même temps parce que depuis le départ, du haut de ses 17 ans, Adnan, il disait qu'il était innocent. Personne ne le croyait. Puis là, il a été libéré. After 23 years behind bars, Adnan Syed walked out of prison yesterday. A Maryland judge vacated his conviction for the murder of his high school girlfriend, Hae Min Lee. The judge giving prosecutors 30 days to proceed with a new trial or drop the case. Then 42-year-old Adnan Syed is a free man tonight. Syed was serving a life sentence for the murder of his girlfriend. His case was the subject of the popular podcast Serial. To the sounds of a cheering crowd, 41-year-old Adnan Syed emerged from a Baltimore courthouse. Maintenant, il y a l'État qui a 2 suspects en tête. Reste à voir si on va être capable de les arrêter, de les condamner même. Je me demande c'est qui, là. J'ai vraiment hâte. On va suivre ça de près. Faut pas oublier dans cette histoire-là, je sais que le focus est sur Adnan parce que c'est Adnan's story. Faut pas oublier que Hae a quand même perdu la vie d'une manière horrible.
Puis je pense que dans toute cette histoire-là, c'est important de ne pas l'oublier parce qu'on a l'impression qu'on l'oublie un peu parce qu'on parle beaucoup d'Adnan, parce que Adnan, dans tout ça, c'est aussi une victime, tu sais. Mais Hayes, c'est la victime principale, puis il faut pas l'oublier. J'espère que j'ai tout dit. En fait, c'est sûr que j'ai pas tout dit parce qu'il y a tellement d'informations et tellement d'affaires. Après, je lisais sur le subreddit, j'étais comme, qu'il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, puis j'étais comme, oh non, j'ai oublié ça, puis j'ai oublié ça. Je pense vraiment que j'ai dit l'essentiel. Je pense que vous comprenez bien l'histoire. Je pense que vous pouvez apprécier l'histoire et faire des recherches de votre côté. Si vous parlez anglais, là, allez, puis si vous êtes passionné comme moi par l'histoire, lisez ce livre-là. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Écoutez le podcast de Serial, écoutez le podcast de Undisclosed, allez lire sur le subreddit, c'est malade, c'est tellement une bonne histoire. C'est une histoire vraiment triste, je dis c'est une bonne histoire parce que en termes de true crime, c'est intéressant, mais on parle quand même d'une tragédie, là. Et juste pour finir ce livre-là, tu sais, moi je surligne dans mes livres, il y en a des fans de livres qui vont être un peu traumatisés de comment j'écris dans mes livres, mais je me rappelle, là, maintenant j'étais là, j'avais lu ça, puis dans l'avion de Paris à Montréal, j'ai lu tout ça parce que c'est vraiment... C'est passionnant, ce livre-là. Passionnant, c'est bien écrit. Je vous le recommande. Sinon, ben c'est pas mal tout. En ce moment, au moment que vous regardez cette vidéo, je pense que je suis en Espagne, dans ma lune de miel. Je vais être mariée à l'homme de ma vie. Puis vous pouvez me suivre sur Instagram pour regarder des photos de mon mariage, de ma lune de miel. Puis sinon, on se voit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes, de garder l'œil ouvert. Et moi, je m'en vais me bourrer de sirop et de pastilles parce que je pense que j'ai toussé 300 fois dans cette vidéo. Love you, bye!